La plus grande découverte accidentelle que j'ai faite de ma vie était un billet de 10 € retrouvé dans ma vieille veste d'hiver. Certaines personnes ont plus de chance, cependant. Elles découvrent des villes souterraines datant de plusieurs siècles, ou font des inventions qui les transforment en millionnaires. Le velcro est né d'une simple balade en forêt. Les cornflakes de Kellogg's ont été inspirés par une dent cassée, et la pâte Play-Doh a sauvé un empire commercial de la faillite par pur hasard. En 1998, l'ingénieur électricien John Williams a fait une étrange découverte qui ressemblait à une prise électrique émergeant du sol. En creusant autour, il a remarqué qu'elle était encastrée dans un petit rocher. Cette découverte a eu lieu dans une zone rurale d'Amérique du Nord, loin de toute zone urbaine ou industrielle, de tout aéroport et de toute installation électrique. Cette pièce électronique encastrée dans un solide bloc de granit a été baptisée Enigmalith et est évaluée à 500 000 $. Certains scientifiques sont sceptiques quant à son authenticité, la considérant plus comme un canular qu'un artefact laissé par des visiteurs extraterrestres, comme le soutient Williams. Toutefois, le découvreur de cette roche est déterminé à prouver qu'il s'agit bien d'un vestige technologique, peut-être même d'une vraie prise. Si ce n'est pas un canular, cette petite découverte pourrait constituer une preuve que les humains, ou une autre civilisation du passé, étaient bien plus avancés que nous ne l'avions imaginé. Ils auraient ainsi pu trouver un moyen d'acheminer l'électricité bien avant les humains du 19e siècle. Williams a invité les scientifiques à examiner sa découverte sans endommager la roche pour déterminer sa véritable nature, mais personne ne s'est porté volontaire. Williams a consulté un ingénieur et un géologue, qui ont tous deux confirmé qu'il n'y avait aucune trace de colle sur le composant électronique. Il n'a pas non plus été soudé, ce qui indique qu'il est aussi vieux que la roche elle-même, datée d'environ 100 000 ans selon une analyse géologique. Le docteur John Kellogg avait une philosophie axée sur un mode de vie biologique, comprenant de l'exercice régulier, des massages, beaucoup d'eau, l'abandon des mauvaises habitudes, peu de caféine et pas du tout de viande. À la fin du 19e siècle, il a pris la direction d'un institut de santé dans le Michigan. Il a un jour concocté un mélange de farine, d'avoine et de semoule de maïs. Convaincu que la cuisson des grains entiers à haute température les rendrait plus digestes et plus sains, il a cuit le mélange 2 fois. Initialement, il en avait fait des biscuits, mais un patient s'est cassé les dents dessus. Ensuite, il a décidé de les briser en petits morceaux. Il est difficile de déterminer exactement comment les cornflakes de Kellogg's sont nés, car il existe de nombreuses versions de l'histoire. La femme de Kellogg, Ella, ainsi que son frère Will, prétendent tous deux avoir joué un rôle dans la création des fameux flocons, tout comme plusieurs autres membres de la famille et du personnel de l'établissement. La légende de la compagnie voudrait qu'un jour de 1888, de la pâte de céréales à base de blé ait été laissée de côté trop longtemps, fermentant au cours du processus. Lorsqu'elle a été finement étalée, la pâte légèrement moisie s'est transformée en ces parfaits, grands et fins flocons qui sont devenus croustillants et délicieux au four. Au fil des années, Will Kellogg a continué à modifier la recette et a réalisé que le maïs, et non le blé, produisait des flocons encore plus croustillants et savoureux. Sa marque, Kellogg's Corn Flakes, est devenue une entreprise à plusieurs milliards de $. Un jour, l'ingénieur suisse Georges de Mestral est allé se promener avec son chien et est revenu avec un concept qui s'avérerait plus tard révolutionnaire. En rentrant de forêt, de Mestral a remarqué que son pantalon et la fourrure de son chien étaient couverts des petites pointes de xanthium. Il a examiné les barbes sous un microscope et a remarqué qu'elles s'apparentaient à de minuscules crochets qui se fixaient aux boucles des vêtements et de la fourrure. Déterminé à reproduire cette technologie naturelle, il a entrepris de concevoir un système d'attache extrêmement solide, aux multiples applications pratiques. Après plusieurs années de recherche et d'expérimentation avec différents matériaux, il a finalement opté pour le nylon. De plus, il a dû mettre au point un métier à tisser spécial capable de tisser des fibres dans les bonnes tailles, formes et densités. Après 14 années de travail acharné, de Mestral a finalement présenté au monde le velcro, dérivé des mots velours et crochet. Bien qu'il ait espéré que son invention remplacerait les fermetures éclairs, l'industrie de la mode l'a initialement perçue comme bas de gamme et peu attrayante. La NASA a toutefois reconnu son potentiel et commencé à l'utiliser dans les combinaisons spatiales et les casques des astronautes dans les années 1960. Aujourd'hui, le velcro est omniprésent, avec une multitude d'applications, des chaussures aux jouets en passant par les coussins des sièges d'avion.
Jusqu'au milieu du XXe siècle, le chauffage au charbon était la norme dans la plupart des foyers, laissant de la suie qui s'incrustait partout dans la maison, en particulier sur les papiers peints. Kuttol Products était le principal fournisseur de nettoyants pour papier peint de l'époque. Cependant, dans les années 1950, de plus en plus de gens ont adopté le gaz, le pétrole et l'électricité comme source de chauffage, ce qui a largement résolu le problème de toute cette suie. Le propriétaire de Kuttol Products essayait désespérément de sauver son entreprise. Pendant ce temps, sa belle-sœur, qui était institutrice en maternelle, a lu qu'un nettoyant pour papier peint pouvait être utilisé pour fabriquer des décorations. La pâte à modeler traditionnelle était trop difficile à manipuler pour ses élèves. C'est ainsi qu'elle a décidé d'expérimenter avec ce matériau. Et ça a très bien fonctionné. Elle a partagé sa découverte avec ses proches et a proposé un nom pour ce nouveau produit. Play-Doh. Avec la société Kuttol au bord de la faillite, c'était l'opportunité idéale pour une reconversion. Rapidement, des grands magasins comme Macy's et Marshall Field ont montré de l'intérêt pour ce nouveau jouet et ont commencé à le distribuer. Au début, la Play-Doh n'existait qu'en blanc, mais elle a rapidement été déclinée en rouge, bleu et jaune. Ils ont apporté plusieurs modifications à la recette originale, mais la composition de base reste largement la même que celle utilisée pour nettoyer le papier peint. Une légende urbaine affirme que si vous prenez toute la pâte à modeler Play-Doh jamais produite et la faites passer dans leur machine, vous obtiendrez un serpent assez long pour enrouler la planète 300 fois. Un Turc rénovait sa maison lorsqu'il a abattu une cloison de sa cave à coups de masse. À sa grande surprise, il a découvert un tunnel caché derrière le mur, qui conduisait à une ancienne ville souterraine. Ce tunnel conduisait vers d'autres passages, des salles et des chambres. Cela s'est avéré être un complexe souterrain entier de 18 étages, dépourvu d'habitants et depuis longtemps abandonné. C'était la cité de Derinkuyu, conçue il y a des milliers d'années pour accueillir jusqu'à 20 000 personnes. Quiconque l'a construite a fait preuve d'une grande maîtrise, car creuser des tunnels dans cette roche tendre présente des risques d'effondrement considérables. Aucun des étages de Derinkuyu ne s'est jamais effondré. La ville était équipée d'un système de ventilation sophistiqué, comprenant plus de 15 000 puits d'aération. Les niveaux supérieurs bénéficièrent de la meilleure ventilation et étaient réservés aux chambres et aux espaces de vie. Les niveaux inférieurs servaient principalement au stockage, mais comportaient également des oubliettes. Entre les deux se trouvaient des espaces dédiés au bétail, une école, un couvent et de petites églises. John Martin, un professeur de sylviculture, se promenait une nuit dans une forêt du Wisconsin. Il utilisait une lampe torche à UV pour repérer les lichens, les champignons, les plantes et les grenouilles qui brillent sous cette lumière. Soudain, il a entendu un écureuil volant couiner près d'une mangeoire à oiseaux. Il a braqué sa lampe torche sur l'animal. En février 1961, 3 passionnés de géologie aventureux exploraient dans les environs d'Olancha, en Californie, à la recherche de géodes. Parmi leurs découvertes, l'une d'elles semblait particulièrement intrigante, et ils décidèrent de l'étudier de plus près une fois rentrés chez eux. En coupant la matrice rocheuse, ils découvrirent à l'intérieur un objet inattendu. Au lieu des formations minérales habituelles, se trouvait un cylindre semblant fait de porcelaine. Ce cylindre abritait une structure métallique en son centre, entourée d'une gaine hexagonale composée de cuivre et d'une substance inconnue. Les découvreurs espéraient avoir mis la main sur une technologie ancienne, peut-être vieille de 500 000 ans. Ils pensaient que ce pourrait être la preuve de l'existence d'une civilisation avancée disparue, comme l'Atlantide, ou même de voyages temporels. Peut-être quelqu'un venu du futur avait-il accidentellement laissé cet objet derrière lui, ou peut-être des extraterrestres intelligents l'avaient-ils apporté lors de leur visite sur Terre. Si l'une de ces hypothèses s'avérait juste, cela signifierait une réécriture complète de l'histoire humaine telle que nous la connaissons. Mais tout le monde ne partageait pas cet enthousiasme. Les gens en quête de vérité et les cercles d'archéologie alternative se seront penchés sur le mystère de l'artefact de Kozo jusqu'à la fin des années 90, élaborant diverses théories et engageant de nombreux débats. Finalement, un groupe de sceptiques effectua des radiographies et prit des photos de l'objet qu'ils présentèrent à des collectionneurs de bougies d'allumage. Ils identifièrent l'artefact comme étant effectivement une bougie d'allumage, aux composants métalliques corrodés, datant des années 1920 et non une technologie ancienne. Près de 20 ans plus tard, l'un des découvreurs accepta de faire examiner l'objet à l'université de Washington. Les chercheurs établirent officiellement qu'il s'agissait d'une bougie d'allumage champion des années 1920.
De plus, la matrice rocheuse contenant l'artefact n'était pas une géode, mais une concrétion, une formation naturelle pouvant se constituer en quelques décennies, mais certainement pas sur des millénaires. L'artefact de Kozo est un exemple typique d'objet manufacturé incongru, un concept existant en pseudo-archéologie. Il s'agit d'artefacts rattachés à des endroits ou des époques où ils ne devraient, logiquement, pas se trouver. Ceux-ci semblent trop avancés pour la période où ils sont découverts, suggérant parfois une présence humaine là où elle n'était pas censée exister. La pile électrique de Bagdad constitue un autre exemple frappant de ce type d'artefact. Découverte dans les années 30 par un archéologue allemand, elle se compose d'un pot en argile, d'un cylindre en cuivre et d'une tige de fer traversant le couvercle du pot. Le sommet, bien qu'endommagé, avait probablement été scellé avec de l'asphalte. Son découvreur remarqua qu'elle contenait deux métaux différents et potentiellement un électrolyte, les éléments clés d'une batterie. Bien qu'aucun texte ancien ne corrobore cette hypothèse, les tests scientifiques effectués en la remplissant d'une solution ionique, comme du vinaigre ou du vin, démontrèrent qu'elle pouvait effectivement conduire de l'électricité. Si cette batterie datait réellement de 2000 ans, elle aurait pu être utilisée dans des pratiques médicales anciennes ou même intégrée dans des statues pour créer l'impression d'une vibration destinée à impressionner les visiteurs. Wilhelm Koenig, son découvreur, pensait qu'elle servait à la galvanoplastie, un procédé de revêtement des métaux. Même si elle fonctionnait comme une batterie, la pile de Bagdad ne pouvait produire qu'une infime quantité d'énergie, soit environ 1 volt. Certains pensent donc qu'elle servait plutôt de conteneur pour des rouleaux sacrés. Dans les années 30, un couple fit une découverte étrange lors d'une promenade le long de Red Creek à London, au Texas. Il s'agissait d'un morceau de bois dépassant d'une formation rocheuse apparemment ancienne. Une décennie plus tard, leur fils, intrigué par ce mystère, décida de briser la roche et découvrit à l'intérieur un marteau à l'aspect étonnamment moderne. Cette découverte retint l'attention de Carl Baugh, un créationniste jeune terre, qui prétendait que la roche entourant le marteau datait de la période du Crétacé. Il y voyait une preuve contredisant la théorie de l'évolution. Toutefois, des investigations scientifiques démontrèrent que la roche n'était pas aussi ancienne qu'il n'y paraissait. Les processus géologiques successifs avaient simplement enrobé ce marteau moderne au fil du temps. Ainsi, il ne s'agissait pas d'une preuve de la coexistence pierre à feu avec les dinosaures, comme certains l'espéraient, mais simplement d'un mineur ayant laissé tomber son marteau il y a des siècles, et de la nature ayant fait son œuvre. Un archéologue chinois aurait découvert des grottes semblant avoir servi de sépulture à de petits êtres aux grandes têtes ovales. À côté de leurs dépouilles, des peintures rupestres représentaient des figures portant des casques ronds, ainsi que le soleil, la lune, la terre et les étoiles, connectés par des groupes de petits points. On découvrit également plus de 700 disques de pierre mystérieux gravés de sillons en spirale. Les choses prirent une tournure encore plus étrange lorsque ces disques furent envoyés à un professeur chinois, qui affirma que ces sillons étaient en réalité des caractères écrits. Selon son interprétation, les disques racontèrent l'histoire des Dropa, venus d'une autre planète et dont le vaisseau spatial s'était écrasé sur Terre il y a environ 12 000 ans. Ces visiteurs auraient tenté de vivre parmi les humains jusqu'à ce qu'ils soient traqués par les locaux. Cependant, aucune preuve concrète ne corrobore cette histoire. Elle fut publiée pour la première fois dans les années 60 à travers quelques articles, mais elle semblait douteuse. Aucune des personnes impliquées, l'archéologue, le professeur, ou même l'université pour laquelle ils étaient censés travailler, ne semblait avoir laissé de traces dans les archives. Et bien qu'il existe un peuple au Tibet portant le nom de Dropka, ils sont entièrement humains, et non des visiteurs extraterrestres. De plus, il n'y a aucune preuve tangible de l'existence des pierres de Dropa. Dans une région reculée de Chine, se trouvent des formations étranges, en forme de tube, connues sous le nom de tuyaux de Beigong. Un explorateur local les découvrit en 1996, émergeant du mont Beigong et le long des rives du lac Tozon-U, à proximité. Certains pensaient qu'ils étaient l'œuvre d'anciens visiteurs extraterrestres. Lorsque des échantillons des tuyaux furent analysés, ils contenaient principalement des minéraux courants, mais un mystérieux 8% de matière inconnue. Des tests révélèrent que ces tuyaux existaient avant l'apparition de l'homme. Des géologues chinois visitèrent le site et suggérèrent que ces tuyaux s'étaient formés naturellement au fil du temps. Il pourrait s'agir de sédiments s'accumulant dans les fissures de la terre ou même des racines d'arbres fossilisés,
témoignant du passé luxuriant de la région. Mais tout cela reste incertain. Au Mexique, il existe une mystérieuse tête en terre cuite et au nom difficile à prononcer, la tête de Tecaxtla-Calixtlahuaca, découverte dans les années 30 lors de la fouille d'une sépulture. Cette tête ressemblait étrangement aux statues romaines de la période classique, rendant intrigante sa présence au Mexique. Et pour une raison quelconque, son découvreur la garda secrète pendant plusieurs décennies. La tête avait été trouvée dans une pyramide à 3 étages, à environ 60 km de Mexico, accompagnée d'objets d'or, de cuivre et de poterie. Certains avancent que si cette tête est réellement vieille de plusieurs siècles, cela pourrait indiquer que les Romains ou une autre civilisation auraient atteint la Mésoamérique bien avant Christophe Colomb. Il existe également des théories suggérant un naufrage après lequel quelques artefacts et survivants auraient atteint la côte. Certaines hypothèses avancent que la tête de cette figurine aurait été un petit souvenir rapporté par les Vikings. Cependant, il n'existe aucune preuve archéologique d'une rencontre entre les Vikings et les peuples mésoaméricains. Bien que quelques artefacts circulent, aucun... Depuis que Platon a créé l'allégorie de l'Atlantide, l'humanité est fascinée par la possibilité de découvrir un jour une civilisation sous-marine florissante. Tu veux te joindre à nous pour visiter quelques sites sous-marins historiques? Voyons ce que nous pouvons comprendre de ces civilisations anciennes. Le premier sur notre liste est ce qu'on appelle le Stonehenge sous-marin. Les chercheurs ont récemment découvert un mystérieux amas de cairns qui s'étendent sur des kilomètres sous les eaux miroitantes du lac de Constance, aux frontières de la Suisse, de l'Allemagne et de l'Autriche. Les archéologues ont commencé à fouiller ce site en 2015 et ne sont pas encore parvenus à cerner sa fonction précise. Ce qu'ils savent, c'est qu'il se trouve là 170 cairns de pierre fabriqués par l'homme s'étendant sur 20 km sous le lac. Les chercheurs affirment que c'est très probablement le fruit du travail combiné de plusieurs villages. Ce site fut probablement utilisé dans un but collectif. Ces formations sont énormes, certaines d'entre elles faisant plusieurs mètres de large. La découverte la plus étonnante jusqu'à présent est que ce site daterait d'il y a environ 5500 ans. Maintenant, que faisions-nous, nous les humains, à cette époque? Eh bien, nous vivions les meilleures années de ce que l'on appelle l'âge de pierre. Nous commencions à fabriquer des outils rudimentaires et à les utiliser pour chasser et manger. Peux-tu imaginer à quoi pouvaient ressembler tes couverts à l'époque? Ce n'est pas une coïncidence si les scientifiques surnomment ce site le Stonehenge sous-marin. On pense que les deux sites ont été érigés à peu près à la même époque. Vois-tu, Stonehenge date d'environ 3100 ans avant notre ère. Les deux sites présentent la caractéristique commune d'être tous deux des monuments de pierre construits en cercle, sans parler du fait que les scientifiques n'ont pas non plus déterminé en quoi nos premiers ancêtres auraient pu ressentir le besoin de construire de telles structures. Le mystère du lac de Constance n'a pas encore été résolu. Qui étaient les habitants néolithiques de cette région? Et dans quel but ont-ils déployé autant de travail et d'efforts pour construire cet immense site fait de roches? Ensuite, nous t'emmenons faire un tour dans les îles Ryukyu, juste au large des côtes japonaises. Tu plonges dans les profondeurs de ce site archéologique, mais je dois te prévenir, les eaux de l'océan Pacifique sont loin d'être calmes. Il ne te faut pas longtemps avant d'apercevoir une immense structure, grâce à la lumière du soleil, qui éclaire les fonds marins. Au début, cela ressemble aux ruines du Machu Picchu qui se trouve à l'autre bout du globe, au Pérou. En t'approchant, tu commences lentement à distinguer ses contours. Une structure de forme pyramidale, des arches, des escaliers, ça aurait facilement pu être un palais ou un château. Pourrait-il s'agir d'un signe d'activité humaine? Eh bien, ce que tu viens de voir est connu aujourd'hui sous le nom de structure sous-marine de Yonaguni. On l'appelle aussi l'Atlantide du Japon. Le complexe entier représente la taille de 5 terrains de football et la hauteur d'un bâtiment de 5 étages. Sa caractéristique la plus surprenante sont ses vastes terrasses. Les explorateurs et les scientifiques estiment que Yonaguni pourrait avoir 10 000 ans. Mais la question de savoir s'il s'agit d'une structure créée par l'homme ou d'une formation naturelle fait toujours l'objet de débats. Pour l'un des plus célèbres géologues marins du Japon, le professeur Masaaki Kimura, Yonaguni serait l'héritage d'une civilisation perdue. Il a lui-même plongé au fond de l'océan pour explorer ses ruines plus de 100 fois au cours des 10 dernières années.
Selon lui, il y aurait des signes clairs d'activité humaine là-dessous. Sur la surface de cette structure, il y a une cavité de forme triangulaire qui est une caractéristique des fontaines de la région. Une tortue géante est aussi sculptée sur le côté est de la structure. Et selon Kimura, de pareilles tortues ont une signification culturelle importante. Plusieurs fragments d'outils en pierre ont été retrouvés sur le site et leur âge est estimé à environ 10 000 ans. Cependant, tous les scientifiques ne soutiennent pas cette théorie. Pour beaucoup, Yonaguni est le résultat de milliers d'années d'érosion. Le fait que le monument soit composé d'un seul rocher massif les pousse à croire qu'il ne serait pas d'origine humaine. Ses bords parfaitement définis et ses surfaces planes ressemblent à une formation naturelle d'Irlande du Nord, connue sous le nom de chaussée des géants. Les colonnes de basalte ont beau ressembler aux ruines d'un palais, elles seraient en fait le résultat de l'activité volcanique de la région. Maintenant, tu t'envoles pour la Grèce à 4 heures d'Athènes. Pour être précis, tu te trouves dans la péninsule du Péloponnèse. Tu dépoussières un vieux tuba et pars pour une excursion de plongée par une journée ensoleillée. Après un certain temps passé dans l'eau, tu commences à remarquer des motifs sur le fond marin. À 4 mètres sous la surface, les restes d'objets familiers commencent à apparaître un à un. Alors que tu continues de nager, ce qui semble être le contour d'une ville entière émerge devant tes yeux. Tu te demandes comment l'eau a pu engloutir toute la ville. Ces rochers sont parfaitement alignés dans ce qui semble être les fondations d'un bâtiment. Il s'agit de Pavlopétrie, une ville antique dont tu n'avais sûrement jamais entendu parler. Elle a été découverte par Nicolas Fleming, un océanographe britannique, alors qu'il était en vacances en Grèce. Il avait entendu des rumeurs concernant l'existence de Pavlopétrie et, en effet, a découvert plusieurs artefacts gisant sur les fonds marins. Il est retourné dans la région un an plus tard avec une équipe. Ils ont alors mis à jour un site rempli de tessons de poterie, d'amphores et d'outils. Cette pierre de cairn, par exemple, était un outil servant à moudre le grain. Les multiples amphores indiquent que ce peuplement date du commencement de l'âge de bronze, il y a 5500 ans, lorsque les gens ont commencé à s'établir dans des villes. On pense que celle-ci aurait existé pendant plus de 2400 ans. Aujourd'hui, Pavlopétrie est considérée comme la plus ancienne ville submergée jamais découverte. Et ce qui est impressionnant, c'est que ce n'était pas qu'un simple village, c'était une cité portuaire dynamique, avec des bâtiments de pierre, un marché, des rues et même des places. La prochaine étape de notre voyage est l'une des villes sous-marines les plus célèbres et qui a été transformée en parc archéologique. La ville de Port-Royal, en Jamaïque, n'existe plus que sous la surface. Mais en 1692, c'était l'un des comptoirs les plus riches de l'hémisphère ouest. Port-Royal était le centre de l'empire colonial britannique à l'époque et un important port d'attache qui attirait des gens de toute la région. C'était aussi le foyer des véritables pirates des Caraïbes. Le matin du 7 juin 1692, les habitants de Port-Royal ont connu un sort différent de tout ce qu'ils avaient pu prévoir. La ville s'est réveillée en tremblant. Les gens ont été jetés hors de leur lit par la puissance d'un terrible tremblement de terre d'une magnitude de 7,5 sur l'échelle de Richter. Un survivant a raconté qu'il avait vu la terre se fendre et engloutir toute la ville. Ce qu'il a dit pourrait être vrai, car elle était principalement construite sur du sable. Le sol aurait avalé les bâtiments, les routes, les infrastructures, tout en somme. Des geysers sont entrés en éruption et, pour finir, des vagues aussi grandes que des immeubles de 10 étages se sont abattues sur la ville. Environ 13 hectares de la cité ont disparu sous les eaux. Étonnamment, la plupart de ces vestiges du XVIIe siècle sont encore en bon état sous 12 mètres d'eau. Les archéologues ont retrouvé des tavernes, des entrepôts, des cuisines et des établissements de loisirs divers et variés. Tu peux aussi y voir une grande statue de lion, un pont submergé et de nombreuses arches pittoresques. Bien sûr, nous avons gardé le meilleur pour la fin, l'Inde. Juste au large de ses côtes se trouve une autre merveille engloutie. Un site connu sous le nom de Cité perdue de Cambay se trouve dans le golfe du même nom. Elle est restée cachée jusqu'en 2001, lorsque l'Institut national des technologies océaniques a entrepris de cartographier ses eaux. Grâce à la technologie sonar, qui envoie des ondes sonores contre les fonds marins, ils ont découvert une chose qui reposait loin en dessous de la surface. L'imagerie a révélé des formes géométriques bien définies, réparties sur l'étendue de 8 km.
Ces vestiges dateraient de plus de 9500 ans, ce qui signifie que cette civilisation a été engloutie aux environs de la fin de l'ère glaciaire. Les débris récupérés sur ce site comprenaient des matériaux de construction, des poteries, des perles, des structures et même des ossements. Les scientifiques débattent encore pour savoir si ces artefacts proviennent bel et bien du site même. Mais si tel était le cas, alors la cité perdue de Cambay pourrait être l'une des plus anciennes cités au monde. Avez-vous déjà vu des balles de cricket âgées de 3 milliards d'années? Les sphères de Klerksdorp, découvertes dans des dépôts de pyrophilite en Afrique du Sud, ont secoué la communauté scientifique. Elles ressemblent en effet à de petites balles de cricket anciennes, avec des lignes similaires à des coutures autour du milieu. Dans les années 80, certains ont prétendu que ces sphères avaient été fabriquées par une civilisation antédiluvienne dont nous ignorions tout. Un conservateur de musée a même raconté qu'elles tournaient d'elles-mêmes dans leurs vitrines. Et une émission de télévision a également invité un voyant qui affirmait que ces sphères étaient les fragments d'un ancien vaisseau spatial. Mais selon les géologues, ces sphères sont en fait des concrétions assez courantes, ou des objets sphériques formés à partir de minéraux différents de ceux de la roche environnante. Ces lignes semblables à des coutures ne sont que les empreintes des couches de la roche d'origine accumulées au fil du temps. Les sphères de Klerksdorp présentent différentes formes, allant de sphères légèrement aplaties à des disques distincts. Concernant l'épisode où l'une de ces sphères aurait tourné d'elle-même, le conservateur du musée de Klerksdorp a également apporté une clarification. Il a expliqué que lorsqu'il avait placé l'une des sphères en vitrine lors de la visite d'un journaliste, cette dernière avait légèrement pivoté en raison de sa forme. De plus, la région où se trouve le musée subit fréquemment des secousses dues aux activités minières à proximité. Les empreintes de pas humanoïdes les plus anciennes pourraient n'en pas dater de 6 millions d'années. Elles ont été découvertes sur l'île de Crète en 2002. Si cette datation est correcte, cela signifierait que les ancêtres des premiers humains auraient pu migrer entre l'Europe et l'Afrique beaucoup plus tôt que nous ne le pensions auparavant. Cela ne remet pas en cause l'Afrique en tant que berceau de l'humanité, mais pourrait simplement prouver que nos ancêtres primitifs se déplaçaient déjà entre les continents. Certains chercheurs pensent que ces empreintes auraient été laissées par une créature bipède, possiblement liée à un ancêtre humain surnommé El Greco. D'après les scientifiques qui les ont étudiées, ces empreintes présentent une forme très similaire à celle de l'homme, avec 5 orteils et un gros orteil parallèle. Toutefois, certains demeurent sceptiques et suggèrent que ces empreintes appartiendraient plutôt à un singe européen tardif. Une nouvelle étude a analysé des micro-organismes marins fossilisés dans les roches sédimentaires pour dater ces empreintes et confirmer qu'elles remontent effectivement à 6 millions d'années. La prochaine découverte fascinante qui captive les scientifiques est le pot de Dorchester. Ce récipient de métal, magnifiquement façonné, est orné de motifs géométriques élaborés en argent. Découvert à Dorchester, quelle surprise, en 1852, dans des circonstances plutôt inhabituelles, le pot s'est brisé en 2 morceaux lors d'une puissante explosion. Les scientifiques pensent qu'il était à l'origine encastré dans une roche ou un bloc connu sous le nom de poudingue. La roche d'où provient le pot de Dorchester date d'environ 500 millions d'années, ce qui pourrait indiquer que le pot lui-même est tout aussi ancien. Toutefois, la théorie actuelle, et bien moins excitante, suggère que le pot de Dorchester ne serait qu'un bougeoir de l'époque victorienne. Ces objets étaient très en vogue à l'époque. Il n'est donc guère surprenant de retrouver un article aussi sophistiqué de cette période. Le pot de Dorchester appartient à la catégorie des objets manufacturés incongrus. Ce sont des objets qui semblent bien trop avancés pour l'époque à laquelle ils sont censés appartenir. Si nous acceptons que le pot ait 500 millions d'années, cela signifie que son créateur était très en avance sur son temps en termes d'artisanat et de technologie. Un mystère supplémentaire est que le pot porte la gravure d'une plante probablement disparue de la Terre il y a plus de 100 000 ans, renforçant l'hypothèse de son incroyable ancienneté. Enfin, il semble que la plus ancienne carte d'Europe soit une pierre vieille de 4000 ans. Cette dalle de l'âge du bronze, découverte en France en 1900 dans un ancien cimetière, présente des gravures représentant en 3 dimensions le réseau du fleuve Odet, et ce avec une précision remarquable d'environ 80% sur une distance de 29 km. Il existe d'autres cartes gravées dans la pierre à travers le monde, mais celle-ci est unique, car elle représente une zone spécifique à l'échelle.
Les gravures de la dalle ne cartographient pas seulement les rivières et les collines, mais aussi les peuplements, les tumulus et les systèmes agraires. Les archéologues affirment que cette dalle n'était pas utilisée pour se repérer, mais plutôt pour symboliser un certain pouvoir. Les marques détaillées qui s'y trouvent auraient pu servir à représenter le domaine de la tribu dominante afin d'illustrer son contrôle sur le territoire. Lorsque leur chef a perdu le pouvoir, cette dalle a probablement été réutilisée comme partie d'une chambre funéraire. Cet artefact unique était conservé dans la cave d'un musée et pendant des décennies, il est resté inaperçu jusqu'à ce que plusieurs chercheurs, en lisant d'anciens rapports à son sujet, décident de l'examiner. Ils ont mené une analyse détaillée en utilisant des techniques 3D. Leurs recherches ont ainsi prouvé que les créateurs de cette dalle avaient non seulement gravé des lignes dans la roche, mais aussi modifié sa surface pour refléter avec une grande précision la topographie du paysage. Le cube de Salzbourg, également connu sous le nom de fer de Wolfsegg, a été découvert à la fin du 19e siècle en Autriche. Ne vous laissez pas tromper par son nom, car il ne ressemble pas du tout à un cube. C'est plutôt un objet arrondi avec deux côtés plats. Au milieu se trouve une rainure, et sa surface est couverte de fossettes et de cratères. Cette apparence unique a conduit beaucoup de monde à penser qu'il pourrait s'agir d'un objet extraterrestre. Des ouvriers ont accidentellement découvert cet artefact en faisant éclater une veine de charbon estimée à plus de 60 millions d'années. Le cube de Salzbourg a été déplacé entre différents musées, a mystérieusement disparu au début du XXe siècle, puis a finalement réapparu. Un professeur de l'université de Bonn a suggéré qu'il pourrait provenir d'une météorite. Cependant, aucune trace d'éléments normalement présents dans les météorites, comme le cobalt ou le nickel, n'a été trouvée. Les chercheurs ont ensuite pensé qu'il pouvait s'agir d'un objet fabriqué par l'homme, un bougeoir de l'époque victorienne, qui sait. Personne ne connaît la véritable histoire de ce cube, pas plus que son emplacement actuel. Et oui, il a de nouveau disparu. Avez-vous entendu parler de l'empreinte de Meister ? Il s'agit d'une empreinte de sandales fossilisées découverte en 1968 qui a suscité énormément d'intrigues. Un trilobite se trouve à l'intérieur de l'empreinte. Or, ces créatures sont censées avoir disparu environ 500 millions d'années avant l'apparition de l'homme. Cependant, de nombreux historiens pensent que cette datation est exagérée. Lorsque Meister a découvert le fossile, celui-ci a été authentifié. Toutefois, le scientifique qui a procédé à cette authentification n'a pas confirmé qu'il s'agissait d'une empreinte de sandales humaines. Il a seulement reconnu la présence d'un trilobite. Un autre scientifique, en visitant le site, a découvert une empreinte de 15 cm qu'il pensait être celle d'un mocassin d'enfant, bien que ses chaussures aient semblé neuves. Alors, pourrait-il s'agir d'une trace de voyage temporel, d'un signe que les humains existaient des millions d'années plus tôt que nous ne le pensions, ou d'une preuve que quelqu'un d'autre a visité notre Terre primitive? Ou peut-être est-ce simplement une formation rocheuse qui ressemble à une trace de sandales? Toutes ces questions demeurent sans réponse. En juin 1936, un couple se promenait le long de Red Creek à London, au Texas, lorsqu'ils ont découvert quelque chose d'inhabituel. Un morceau de bois émergeant d'une ancienne formation rocheuse. Environ 10 ans plus tard, leur fils curieux décida de briser la roche pour voir ce qui se trouvait à l'intérieur. Il découvrit alors un marteau qui semblait étonnamment moderne. Par la suite, un passionné d'objets insolites estima que la roche enveloppant le marteau datait de la période du Crétacé. Cela signifierait que quelqu'un aurait laissé tomber un marteau du 19e siècle à une époque où des dinosaures comme le Triceratops étaient encore présents sur Terre. Si ce marteau datait réellement du Crétacé, cela remettrait en cause toute la théorie de l'évolution. Mais si ce marteau était moderne, cela signifierait que la formation rocheuse d'où il provenait était beaucoup plus récente que nous ne le pensions. Nous sommes en 1898, et tu participes à des fouilles à Saqqara. Cet endroit, situé non loin du Caire, regorge de tombes anciennes et de pyramides. En bon aventurier, tu espères trouver quelque chose de vraiment cool, et devenir célèbre. De l'or, des manuscrits, des cartes au trésor, des momies de pharaons. Mais tu trouves un oiseau en bois. Tu es très déçu. Ça ressemble à un simple jouet. Un jouet ancien, mais un jouet tout de même. Tu es alors loin de te douter que, dans quelques années, quelqu'un affirmera qu'il s'agit en fait d'un ancien monoplan. Cet objet, surnommé l'oiseau de Saqqara, est en bois de sycomore. Il a une envergure d'à peine 18 cm et pèse environ 40 grammes. Un beau souvenir de ton voyage en Égypte, à mon avis.
Il a plus de 2000 ans et est assez simple, sans plumes gravées ni aucune autre décoration. Il a cependant un bec et des yeux, ce qui le fait un peu ressembler à un faucon, l'emblème du dieu Horus. Sa queue a quelque chose d'inhabituel, elle est carrée, étrangement droite, et on dirait qu'une pièce aujourd'hui manquante venait autrefois la compléter. Nous adorons résoudre les mystères, du coup, plusieurs théories ont été avancées au sujet de cet oiseau. La première, toute simple, est qu'il s'agissait d'un objet cérémoniel. La deuxième idée est qu'il s'agissait du jouet d'un enfant né dans une famille aisée. Il pourrait s'agir d'une sorte de boomerang, très populaire dans l'Égypte ancienne. Enfin, selon une autre théorie, l'oiseau aurait été utilisé comme girouette. Mais cette théorie n'a pas été retenue, car la figurine ne présente aucun trou ou marquage, à l'exception de celui qui a été fait au musée du Caire pour la fixer sur son socle. Il n'y avait donc jadis aucun moyen de l'accrocher. Près d'un siècle après la découverte de l'oiseau, l'égyptologue Khalil Messia a proposé une nouvelle théorie selon laquelle il pourrait s'agir d'un modèle de monoplan. Selon lui, il manquait à l'oiseau un empennage horizontal. Par ailleurs, ses ailes étaient placées à angle droit, comme celles des avions modernes. Cela aurait pu servir à générer la portance aérodynamique nécessaire au vol. Le docteur Messia a également affirmé qu'il était courant à l'époque de placer des modèles miniatures d'inventions technologiques dans les tombes. Les anciens Égyptiens ont-ils vraiment inventé l'avion en 200 avant notre ère? Cela aurait beaucoup contrarié les frères Wright, que l'on considère comme les inventeurs de l'aviation. Ils n'ont effectué leur premier vol qu'en 1903. Afin de nous en assurer, il nous faudrait tester le modèle. Mais le musée égyptien ne laisserait probablement personne lancer en l'air cette précieuse pièce de collection. C'est pourquoi le concepteur de planeur, Martin Grégory, a construit un modèle similaire, cette fois en balsa, et a pu conclure que même avec un empennage horizontal, cet avion n'était pas très performant. Affaire résolue. Et non. Une chaîne de télévision n'a pas trouvé cela convaincant et a donc invité un expert en aérodynamique à construire une autre réplique de notre oiseau. Il l'a testé dans des conditions similaires à celles de l'Égypte ancienne, et a été impressionné par ses capacités. Ainsi, si le prototype d'un avion a bien été inventé à l'époque des pharaons, il s'agirait d'un opart, ou objet manufacturé incongru, en français. Soit un objet anachronique, en avance sur son temps en termes de technologie ou d'histoire. Et l'oiseau de Saqqara n'est pas le seul exemple d'une telle chose. En 1901, un groupe de plongeurs a découvert la machine d'Anticythère dans une épave sous-marine près de l'île grecque du même nom. On l'a surnommée le premier ordinateur analogique du monde. Et on pense qu'elle date d'environ 100 ans avant notre ère. Le mécanisme en bronze pouvait indiquer la position du Soleil, de la Lune, des planètes et des étoiles, ainsi que les phases lunaires, les dates des prochaines éclipses solaires, et même la vitesse à laquelle la Lune se déplace dans le ciel. Personne ne sait exactement qui l'a utilisé, ni comment ou où il a été fabriqué. Mais il est évident qu'il était extrêmement précis et bien trop avancé pour son époque. Les premières toilettes à chasse d'eau ont-elles été inventées au XXe siècle? Et non. Les Minoens de Crète et la civilisation de la vallée de l'Indus ont mis au point cette super invention à peu près à la même époque, il y a environ 4000 ans. Leur modèle de plomberie était si bien conçu qu'il a fallu attendre 2000 ans avant de voir apparaître quelque chose d'aussi performant. Une ancienne toilette minoenne a été découverte dans le palais de Knossos. Elle était équipée d'un siège de bois placé juste au-dessus d'un tunnel qui conduisait l'eau d'un réservoir vers un égout souterrain. D'autres toilettes nécessitaient un apport d'eau à l'aide de cruches. Seuls les riches pouvaient s'offrir un tel luxe. À l'époque, si tu possédais un bien immobilier, les toilettes chasse d'eau étaient le signe de ton appartenance aux plus hautes sphères. Les portes automatisées étaient une chose nouvelle en 1931. Mais la technologie qu'elles utilisent est en fait beaucoup plus ancienne. Elle date du 1er siècle de notre ère. Le mathématicien et ingénieur Héron d'Alexandrie
Imagina à cette époque un système capable d'ouvrir et de fermer les portes. Pour faire fonctionner son invention, il fallait allumer un feu. Un pot en laiton était placé sous le feu, à moitié rempli d'eau. Le pot était ensuite relié à des récipients qui servirent de poids. Grâce à la chaleur, l'eau se déplaçait dans les récipients qui descendaient et tiraient sur les cordes. Rien à voir avec une porte de supermarché qui s'ouvre et se ferme grâce à l'électricité. La porte de Héron mettait des heures à s'ouvrir, et il n'y avait aucun moyen d'arrêter le processus. C'est pourquoi on n'ouvrait les portes qu'une fois par jour, avant que les gens n'entrent dans les temples. Cela ajoutait un peu de mystère aux cérémonies. Incroyable. Il semblerait que la toute première batterie ait été inventée à Bagdad, il y a environ 2000 ans. Un archéologue allemand a découvert une jarre d'argile de forme ovale en 1938. Les scientifiques ne savent toujours pas à quoi elle servait ni qui l'a inventée. Selon une théorie, elle aurait été utilisée pour galvaniser des objets avec des métaux précieux. Lorsqu'elle était remplie d'un acide faible, comme du vinaigre, la batterie produisait environ 1 volt. Selon une autre théorie, il s'agirait d'un récipient destiné à recevoir des rouleaux sacrés. Que dirais-tu de lentilles de contact conçues par Léonard de Vinci? En 1508, il inventa une lentille de verre munie d'un petit entonnoir. Il n'y avait qu'à verser de l'eau à l'intérieur, et cela améliorait la vision. Mais ce n'était pas super pratique. 100 ans plus tard, René Descartes décida d'améliorer cette idée. On dit lentilles de contact, parce qu'elles sont censées entrer en contact avec les yeux, tu vois? Ce tube de verre rempli de liquide permettait une meilleure vision. Mais il était hélas impossible de cligner des yeux. 2 siècles et demi plus tard. La technologie du verre permit aux scientifiques de concevoir des lentilles qui s'inséraient dans l'œil et permettaient même à leurs porteurs de cligner des yeux. Une belle invention. Toutefois, ces lentilles étaient fabriquées en verre soufflé et l'œil ne pouvait pas respirer. Une 50aine d'années plus tard, les concepteurs adoptèrent le plastique, plus léger, incassable et résistant aux rayures, même si les lentilles couvraient encore l'œil entièrement. Ce n'est qu'en 1948 qu'un certain Kevin Tuohy ponça une lentille en plastique et se rendit compte qu'elle restait en place même en ne couvrant que la cornée. Imagine-toi vivre dans le Londres du 19e siècle et avoir besoin d'envoyer un message à New York. Cela prenait alors une dizaine de jours. Du coup, lorsqu'en 1858 les délais passèrent de quelques jours à quelques heures, ce fut une véritable révolution. Le premier message fut envoyé par la reine Victoria elle-même, grâce à un câble télégraphique transatlantique qui passait sous l'océan. Hélas, cette invention ne survécut que quelques semaines. Et il fallut attendre des années pour qu'on puisse à nouveau s'en servir. Ohé, passionné d'histoire! As-tu déjà entendu parler de la légende de l'ancienne race des géants du Nevada? Oui, je parle bien de véritables géants qui auraient vécu il y a des milliers d'années. Je sais ce que tu te dis, des géants, pour de vrai? Les découvertes archéologiques ne font qu'alimenter ce débat, et c'est là que les choses deviennent intéressantes. La grotte de Lovelock était en effet utilisée comme lieu de sépulture et certains des restes qui y ont été découverts sont beaucoup plus grands que la moyenne des ossements humains. La grotte se trouve près de la fosse de Humboldt, dans l'ouest du Nevada. Elle faisait autrefois partie d'un immense lac qui s'est finalement asséché, laissant derrière lui un certain nombre de lacs plus petits, dont le Humboldt Sink. La grotte serait devenue le lieu de résidence de la tribu des Sitéka. Selon la légende, ces géants aux cheveux roux étaient si grands qu'ils ont dû être enterrés dans la grotte elle-même. En effet, par la suite, les archéologues y ont découvert des squelettes de 2 à 3 mètres de haut. Cette légende a commencé à se répandre lorsqu'un ingénieur des mines du nom de John Reed s'est adressé aux habitants de la région en 1886. Lorsque Reed a vu la grotte, il a su qu'il tenait quelque chose. La nouvelle s'est rapidement répandue, mais la grotte a également attiré un autre type d'attention. Des dépôts conséquents de l'engrais que nous appelons communément guano ont été découverts à l'intérieur. Une société minière a donc commencé à extraire la précieuse ressource en 1911 et a rapidement expédié plus de 250 tonnes de cet engrais à San Francisco. Malheureusement, certains restes humains et d'autres artefacts ont été négligés ou perdus au cours de l'exploitation minière.
cela a conduit à des fouilles officielles en 1912 et 1924. Après l'extraction de cette couche supérieure de guano, d'étranges objets ont commencé à faire surface. Dans la région, les premières traces d'occupation humaine remontent à environ 4000 ans. La culture de Lovelock a duré environ 3000 ans et nous a laissé pas moins de 10 000 objets étonnants. Les fosses à l'intérieur de cette grotte étaient semblables à une série de capsules temporelles cachées à différentes profondeurs. Les archéologues ont déterminé l'âge de chaque fosse en fonction de sa profondeur. Il s'avère que de nombreux groupes différents ont utilisé la grotte comme lieu de stockage pendant très longtemps, et les objets qu'ils y ont entreposés nous donnent un aperçu très intéressant de leur culture respective. C'est comme un ancien et gigantesque entrepôt rempli de trésors cachés. Qu'ont trouvé les chercheurs en plus de ces os géants? D'autres corps ont été momifiés selon une méthode similaire à celle appliquée par les anciens Égyptiens. Ces restes ont également un point commun avec des corps découverts au sud du lac Titicaca. Les deux momies avaient des cheveux roux. Or, certains scientifiques pensent que cette teinte rousse est le résultat d'une interaction avec l'environnement dans lequel les corps ont longtemps séjourné. Si l'histoire des géants aux cheveux roux est une histoire aussi incroyable qu'intrigante, tout le monde n'en est pas convaincu. Certains experts pensent que les ossements trouvés dans la grotte de Lovelock sont simplement les restes d'animaux préhistoriques, comme des mammouths ou des paresseux. Mais d'autres insistent sur le fait qu'il y a quelque chose de plus dans cette histoire. D'autres vestiges, tels que des paniers finement ouvragés et de ravissantes leurres à canards en fibre de tulle, y ont également été découverts. Quoi qu'il en soit, cette grotte mérite toute l'attention qu'elle reçoit. D'ailleurs, il est encore possible de visiter cette grotte aujourd'hui et de voir de ses propres yeux ces fosses de différentes profondeurs. Mais laisse-moi préciser une chose, c'est un endroit chaud, sec et isolé. Des archéologues ont fait une nouvelle découverte qui semble tout droit sortie d'une légende. Ils pensent avoir trouvé le palais du seul et unique Ulysse, roi grec légendaire de l'île d'Ithaque et héros du poème épique d'Homère. Assez d'Indiana Jones, c'est une véritable aventure qui s'est déroulée ici aux alentours de 1300 avant notre ère. Apparemment, c'était le seul palais mentionné dans les poèmes d'Homère qui n'ait pas été retrouvé. Des fouilles ont été effectuées sur les îles Ioniennes et la vue des ruines retrouvées sur l'île d'Ithaque est exactement telle que décrite dans l'Odyssée, explique le professeur qui a dirigé cette équipe de fouilles. Connu des Grecs anciens sous le nom d'Odysseus, ce héros a mis 10 ans à rentrer chez lui, à Ithaque, après la chute de Troie. Pendant de nombreux siècles, l'autre épopée d'Homère, l'Iliade, qui raconte le siège prolongé de Troie par les Grecs, a également été considérée comme un mythe. Mais dans les années 1870, Troie a été redécouverte dans l'actuelle ville turque de Çanakkale. Alors si on a pu retrouver Troie, qui peut dire que l'on n'a pas non plus trouvé la maison d'Ulysse? Les chercheurs ont retracé les mots d'Homère comme on suit une carte routière. Le site de fouilles comprend un complexe de bâtiments à 2 niveaux. On y dénombre d'importantes découvertes telles que des entrepôts et des ateliers, un système de drainage complexe et des fragments de poterie. On y trouve également un puits datant du 8e siècle avant notre ère, c'est-à-dire de l'époque où l'on pense qu'Ulysse était roi. Pourtant, tout le monde n'est pas convaincu que l'équipe ait réellement découvert le palais d'Ulysse. Un chercheur britannique, Robert Bittlestone, insiste sur le fait que la description d'Homère de l'ancienne Ithaque n'est pas très proche de l'île qui porte aujourd'hui son nom et que le royaume d'Ulysse se serait en fait trouvé sur l'île de Céphalonie. Toutefois, l'archéologue italien Adriano Laregina pourrait avoir une approche plus pragmatique de ce débat. Selon lui, que cette découverte ait ou non un lien avec Ulysse, le plus important est la découverte de ce palais royal. Il était une fois, dans un pays lointain, le peuple des Klamath, auquel on doit la légende de la création de Crater Lake. D'accord, ce pays lointain n'est autre que les États-Unis actuels, et on le trouve dans le centre-sud de l'État d'Oregon. Quoi qu'il en soit, la légende veut que ce lac ait été formé lors d'une bataille acharnée entre 2 volcans, le mont Mazama et le mont Shasta. Les esprits de la terre et du ciel, à savoir Liao, qui régnait sur le monde d'en bas, et Skel, le maître du monde d'en haut, se sont alors joints au combat. Ce fut un véritable drame géologique. Pendant la bataille, les ténèbres ont volé la terre et le combat s'est achevé lorsque le mont Mazama s'est effondré, renvoyant Liao dans le monde souterrain.
La pluie a alors rempli la fosse et créé un lac à l'endroit où se trouvait la montagne. Avance rapide jusqu'à notre époque. Des scientifiques ont découvert que le mont Mazama était bel et bien entré en éruption il y a 7700 ans. Des vestiges trouvés dans la région prouvent que le mythe relate effectivement certains détails de l'explosion. La légende raconte que des roches chauffées au rouge ont alors volé dans le ciel. C'est ce qui s'est passé lors de l'éruption volcanique qui a provoqué l'effondrement de la montagne. Et cela a créé cette caldeira volcanique qui s'est ensuite remplie d'eau. L'originalité de cette légende avérée réside dans son ancienneté. Selon les chercheurs, ce type de tradition orale perd de sa crédibilité au bout de 6 à 700 ans. C'est pourquoi la légende de la création de Crater Lake est si unique. De nombreuses générations, au cours de centaines d'années, sont parvenues à transmettre l'information avec exactitude. Ce lac de cratère volcanique fait maintenant partie d'un parc national. Il est célèbre pour sa couleur bleu profond et l'eau qu'il contient est extrêmement claire. Si tu le visites aujourd'hui, l'eau ne sera pas la même que celle que quelqu'un verrait 250 ans plus tard. Comme il n'y a pas de rivière qui entre ou sorte du lac, l'eau existante s'évapore et le lac se remplit de nouveau grâce à la pluie et aux chutes de neige. Pour faire simple, tous les 250 ans, l'eau est intégralement renouvelée. De plus, ce lac a une profondeur de près de 600 mètres, ce qui en fait l'un des lacs les plus profonds des États-Unis. Il est possible de se baigner dedans, mais il n'y a qu'un seul sentier autorisé et sûr pour se rendre sur la rive. D'autres activités sont possibles néanmoins, comme la pêche et les excursions en bateau. Les expériences humaines communes, telles que la naissance, le mariage et la mort, peuvent expliquer pourquoi certains contes sont partagés à l'échelle mondiale. Les luttes et les obstacles similaires auxquels sont confrontés les êtres humains dans le monde entier génèrent des thèmes semblables dans les mythes traditionnels que nous connaissons sur l'amour, l'éducation des enfants et la mortalité. Alors, connais-tu des légendes ou des contes qui t'ont été racontés par tes grands-parents ? Qui sait, peut-être que tes ancêtres ont eux aussi été témoins d'un événement historique marquant. Supposons qu'une autre espèce, humanoïde ou delphinoïde, ait pu exister il y a des millions d'années. Comment retrouver sa trace ? Dans un épisode de Doctor Who, il était question d'une civilisation industrielle non humaine ayant existé sur Terre bien avant nous. Ces reptiles, appelés siluriens, furent contraints de s'enfoncer dans les profondeurs de la Terre à la suite d'une hausse catastrophique des températures. Ils y survécurent pendant des siècles. C'est ce qui a incité les scientifiques à créer l'hypothèse silurienne. S'il existait une civilisation avancée avant la nôtre, nous devrions en trouver les traces quelque part. Eh bien, essayons. Le climatologue Gavin Schmidt et l'astrophysicien Adam Frank ont décidé de se pencher sur la question. Toute civilisation technologiquement avancée est avide d'énergie. Ces scientifiques recherchent donc des effets globaux qui laisseraient une trace importante. Par exemple, des indices de processus industriels à grande échelle, comme les usines et les fabriques, et leurs résidus. Vient ensuite la question de la durée de vie de ces civilisations. Si elles ont existé sur une longue période, nous devrions rechercher des signes durables, tels que des résidus de combustion de matières fossiles, des extinctions massives, des substances chimiques synthétiques non présentes dans la nature et même des traces de fission nucléaire. En fait, nous devrions rechercher toutes les choses que l'homme laisse aujourd'hui derrière lui comme preuve de ses activités. Malheureusement, ces preuves ne sont pas si faciles à trouver. Imaginons un scénario inquiétant. L'humanité disparaît soudainement. Même si nous avons l'impression que nous avons apporté beaucoup de changements à notre planète, une civilisation future, dans des millions d'années, aurait du mal à trouver des vestiges de notre existence. Pourquoi ? Notre planète existe depuis 4 ou 5 milliards d'années. La vie complexe sur Terre existe depuis plus de 400 millions d'années. En comparaison, notre période industrielle n'a duré qu'environ 300 ans et nous n'avons toujours pas laissé de traces significatives. Nos archives sur l'histoire de la Terre sont pleines de lacunes, surtout si l'on remonte très loin en arrière. Le registre des fossiles ne contient que quelques éléments. Il est très sélectif et incomplet. En moyenne, un fossile apparaît tous les 10 000 ans, et les empreintes de dinosaures sont encore plus rares. Les montagnes s'élèvent, les océans changent, et la tectonique des plaques peut facilement effacer les traces de civilisations entières. Après quelques millions d'années, il y a de fortes chances que tout signe physique d'une civilisation ait disparu. Pour trouver au moins quelque chose, nous devons rechercher des éléments tels que des configurations sédimentaires anormales ou des taux isotopiques inhabituels. En outre,
les fossiles se forment principalement dans l'eau, ce qui nous empêche de savoir quelle fut la destinée des créatures terrestres. Ainsi, même s'il existait il y a des millions d'années une société technologiquement avancée, et même si elle était beaucoup plus avancée que la nôtre, nous aurions beaucoup de mal à trouver des indices de son activité. Frank et Schmitt tentent de comprendre comment nous pourrions espérer en repérer les traces. La découverte de véritables villes serait la preuve ultime de l'existence d'une civilisation de type silurien sur Terre. Mais Adam Frank n'est pas très optimiste. Même aujourd'hui, nos villes représentent moins de 3% de la surface du globe. Il est donc facile de passer à côté des ruines d'anciennes cités. La survie d'une ville sur des dizaines de millions d'années dépend du niveau d'affaissement de la terre qui l'entoure. Elle peut soit se retrouver enfermée dans la roche, soit se voir érodée par la pluie et le vent. Ainsi, des lieux tels que le quartier français de la Nouvelle-Orléans ont plus de chances de figurer dans les archives géologiques que par exemple le quartier de Haight-Ashbury à San Francisco. En ce qui concerne la découverte d'objets anciens, les chances sont également assez minces. Aucun iPhone préhistorique ne survivrait sur des millions d'années, quel que soit son matériau. Trouver des restes fossilisés est peut-être un peu plus probable, mais cela reste problématique. Étant donné que l'homme moderne n'existe que depuis une centaine de milliers d'années, il est tout à fait possible que nous ne voyions tout simplement pas les traces d'une espèce plus ancienne et plus avancée. Mais tout n'est pas sans espoir. Nous pourrions tomber sur ces traces dans les roches. Notre époque chaotique actuelle pourrait laisser une marque dans l'histoire géologique de la Terre. D'autant plus que nous sommes en train de vivre un PETM 2.0. J'y reviendrai dans un instant. Les chercheurs s'efforcent donc d'étudier les changements dans le cycle du carbone. Depuis le XVIIIe siècle, l'activité humaine génère une grande quantité de carbone fossile. Il en résulte une marque particulière dans le rapport isotopique du carbone. Une sorte de signature qui montre la différence entre le carbone présent dans les êtres vivants, tels que les coquillages, et le carbone présent dans les roches volcaniques sans vie. Les scientifiques cherchent également à identifier des indices dans la disposition des sédiments. La présence de grands deltas côtiers peut signifier que des rivières artificielles furent autrefois creusées par les habitants d'une civilisation hypothétique. Des traces d'azote peuvent suggérer une agriculture à grande échelle, où l'on utilisait beaucoup d'engrais. Des pics de concentration de métaux dans les sédiments pourraient révéler la présence de rejets provenant d'industries lourdes. Bien entendu, une seule découverte de ce type ne nous apprendrait rien. Selon M. Schmitt, il convient de rechercher plusieurs signes à la fois. En l'absence d'artefacts incontestables, le caractère unique d'un événement ne peut être démontré que par une variété d'indices, et non pas par une série de changements liés à une cause unique. Dans leur quête d'indices de type silurien, les scientifiques ont même décidé d'examiner la Lune. Certains astronomes s'étonnent que personne ne se soit penché sur la question auparavant. Ils ont même plaisanté sur la possibilité que des dinosaures ayant pu construire des fusées et laisser des traces sur la Lune ou d'autres corps célestes. Ces astronomes pensent que les planètes semblables à la Terre ont tendance à effacer les traces de civilisation à leur surface. Ils explorent donc l'idée saugrenue que ces êtres hypothétiques y ont pu voyager dans l'espace. Dans ce cas, des vestiges de leur technologie, appelées technosignatures, pourraient en se trouver non seulement sur notre Lune, mais aussi sur des astéroïdes, ou même enfouis sur Mars. Là, ils pourraient perdurer pendant des millions, voire des milliards d'années. Malheureusement, jusqu'à présent, bien qu'ils aient sondé les 380 millions d'années écoulées et examiné tous les événements anormaux, les chercheurs n'ont pas trouvé de traces évidentes d'une civilisation technologique. Mais ils n'abandonnent pas pour autant. Frank appelle à poursuivre les recherches. Par exemple, nous pourrions étudier comment les produits chimiques industriels modernes se conservent dans les sédiments océaniques. Cela pourrait nous aider à identifier des traces chimiques similaires dans l'histoire de la Terre. S'il n'y a pas de traces, pourquoi se donner tant de mal? Ces recherches sont basées sur les récents articles de Schmitt et Frank. Ils se sont penchés sur l'Anthropocène. Il s'agit de la période dominée par les activités humaines sur Terre. Elle est remplie de ce que l'on appelle des hyperthermies. Il s'agit d'événements préhistoriques au cours desquels les températures sur Terre ont fortement augmenté sur une période relativement courte. Des sortes de vagues de chaleur extrêmes du passé. Le maximum thermique du passage Paléocène-Éocène, ou PETM, en est un bon exemple. Ce phénomène, qui s'est produit il y a environ 55 millions d'années, s'est traduit par une hausse rapide des températures mondiales. En l'espace de 200 000 ans, la température moyenne sur Terre est passée d'environ -12,8 à -10 degrés Celsius.
Nous étudions ces hyperthermies pour comprendre comment elles se sont produites, qu'elles soient dues à des causes naturelles ou à des activités humaines. Et elles sont donc à l'origine des recherches de Frank et Schmidt. Pour les étudier, les scientifiques ont commencé à examiner les signaux chimiques et leurs différentes traces présentes dans les roches. Ce faisant, Schmidt et Frank ont découvert d'étranges parallèles entre tous les problèmes climatiques actuels et les périodes passées de changements rapides de température. Il existe une grande similitude entre le PETM et d'autres événements hyperthermiques. Tous ces travaux ne visent donc pas seulement à résoudre un mystère historique. Comprendre notre impact sur l'environnement peut nous aider à trouver de meilleurs moyens de vivre en harmonie avec la planète et d'éviter de disparaître en tant qu'espèce. Notre Voie lactée regorge de planètes qui pourraient être propices à la vie. Mais nous ne savons pas s'il existe d'autres civilisations. La Terre est le seul endroit que nous connaissons où vivent des êtres vivants. Il y a environ 200 ans, on se demandait s'il n'y avait pas une civilisation sur Mars. À l'époque, c'était une vraie question. Mais une fois que nos sondes spatiales nous ont envoyé des photos, nous avons constaté qu'il n'y avait aucune preuve de l'existence d'une civilisation extraterrestre, et nous sommes un peu passés à autre chose. Aujourd'hui, cette question n'est même plus considérée comme un sujet scientifique sérieux. Elle est même un peu ridicule. Mais personne n'a encore fixé de limite claire. Une découverte macabre a été faite en Égypte il y a quelques années. Vous voulez en savoir plus ? 16 mains humaines, soigneusement enterrées dans 4 fosses sinistres. À première vue, elles ne ressemblaient pas vraiment à des mains humaines, car elles étaient anormalement grandes. Mais c'étaient bien des mains d'hommes. Bizarrement, il n'y avait que des mains droites, aucune main gauche. Et nous avons découvert qu'un ancien rituel très sombre avait eu lieu à cet endroit. L'art et les contes de l'Égypte ancienne parlent d'une cérémonie au cours de laquelle les guerriers présentaient la main droite de leurs adversaires comme preuve de leur victoire et demandaient de l'or en échange. Les Égyptiens croyaient en une vie après la mort, et couper la main de quelqu'un revenait à lui ôter son pouvoir pour l'éternité. S'assurer ce type de victoire était intéressant pour les guerriers. Dans le cas qui nous occupe, le combat avait opposé les Égyptiens aux Hyksos, qui vivaient dans ce qui s'appelait autrefois Canaan. L'Égypte a souvent été le théâtre de découvertes qui ont marqué l'histoire. Et il y a quelque temps, ce papyrus a été retrouvé. Quand on le déploie, il est un peu plus grand qu'un gratte-ciel. Le plus petit gratte-ciel du monde, d'accord. Celui de Wichita Falls, au Texas. À l'époque, les humains n'écrivaient pas sur leur téléphone, ils écrivaient sur cette chose, fabriquée à partir de la moelle du souchet papyrus. Il y a environ 2000 ans, les anciens Égyptiens ont composé quelque chose qui ressemble à un livre. Ils y ont décrit la plupart de leurs traditions funéraires et leur vision de l'au-delà. Ce manuscrit est considéré comme l'un des textes les plus importants de l'Égypte ancienne et il est encore vendu en librairie à ce jour. Il a été exhumé d'une chambre située juste au sud de la pyramide de Djeser, à Saqqara. Eh oui, Djeser est la pyramide la plus ancienne d'Égypte. Ce ne sont pas celles de Gizeh, comme le pensent la plupart des gens. Récemment, le site de Saqqara a été pris d'assaut par des archéologues super enthousiastes qui ont trouvé l'une des plus anciennes momies intactes d'Égypte. Ils pensent que cette momie bien conservée est la dépouille d'un homme fortuné. Elle a été découverte dans un puits profond, recouverte de plusieurs couches de feuilles d'or. De nombreux symboles montrent qu'il s'agissait d'un homme important et riche, comme le bandeau qu'il porte sur la tête, le bracelet sur sa poitrine et le fait qu'il ait été embaumé avec une tunique, ce qui était réservé à la fine fleur de l'Égypte. Mais le plus cool dans cette découverte, c'est que le lieu de repos était toujours scellé au mortier, soit dans l'état dans lequel les Égyptiens l'avaient laissé il y a 4300 ans. Cela peut paraître étrange, mais en 2008, des archéologues ont découvert une pyramide manquante. Elle a disparu parce qu'elle s'est tout simplement détériorée en l'espace de 4000 ans. Aujourd'hui, on ne voit plus que sa base. C'était un site très important dans l'Antiquité. On dit qu'autour de la pyramide, les anciens organisaient une cérémonie très particulière, au cours de laquelle les grands prêtres portaient les restes momifiés de taureaux sacrés. Voici un fait amusant. Les anciens Égyptiens croyaient que les taureaux étaient des incarnations terrestres de la divinité de la ville de Memphis et qu'ils étaient liés au rite de fertilité. Mais il ne s'agissait pas de n'importe quel taureau. Ils devaient être entièrement noirs, avec une seule marque blanche entre les cornes et tout un tas de caractéristiques très spécifiques. Ils étaient sélectionnés par les prêtres locaux et honorés jusqu'à leur mort. Ensuite, ils étaient momifiés et enterrés dans des galeries souterraines.
Cette pyramide manquante a disparu vers le XVIIIe siècle. C'est un archéologue allemand qui l'a découverte pour la première fois dans le village de Saqqara. Il l'a nommée la pyramide décapitée lorsqu'il l'a vue pour la première fois. Mais des années après sa découverte officielle, le sable du désert est venu la recouvrir. On a procédé à quelques fouilles entre le 19e et le 20e siècle, mais pas de manière systématique. C'est pourquoi les scientifiques ont été très contents le jour où ils ont déterré la base entière de la pyramide après avoir retiré le monticule de sable de 8 mètres qui la recouvrait. Et saviez-vous que des archéologues américains fouillaient un cimetière égyptien qui pourrait contenir plus d'1 million de corps momifiés? Jusqu'à présent, les archéologues ont déterré environ 1700 momies. L'une des principales différences avec les autres momies égyptiennes classiques est que ces personnes n'étaient ni des rois ni des pharaons. C'étaient des gens du peuple ayant vraisemblablement vécu il y a 1500 ans, lorsque l'Égypte était contrôlée par les empires romains et byzantins. Le nom du cimetière est intéressant, la voie du buffle d'eau, au cas où vous voudriez y jeter un coup d'œil lors de votre prochain voyage. Outre les taureaux et les buffles, les Égyptiens de l'Antiquité aimaient aussi les babouins. Y a-t-il une logique dans tout ça? Au début du XXe siècle, des archéologues ont découvert un site rempli de babouins momifiés dans un endroit appelé la vallée des singes. Un animal n'aurait pas été momifié s'il n'était pas considéré comme important. Certains animaux étaient plus importants que d'autres, car ils étaient liés à des divinités spécifiques. Les chacals étaient liés à Anubis, l'ancien dieu de l'au-delà. Quant aux chats, ils étaient assimilés à la divinité féminine Bastet. Les babouins étaient très importants, car on pensait qu'ils étaient liés à Thoth, la divinité de la sagesse et conseiller de Ra, l'une des divinités suprêmes de l'Égypte. Les archéologues ont découvert que ces babouins n'étaient pas très heureux. Ils pensent qu'on les gardait à l'intérieur et qu'ils furent privés de la lumière du soleil pendant la majeure partie de leur vie. Ils souffraient d'une grave carence en vitamine D et étaient mal nourris. Peut-être que Thoth s'est mis en colère contre les gardiens de ces babouins, simple supposition. Les archéologues ne s'ennuient jamais en Égypte. Ils ont également trouvé des momies humaines avec des langues en or. Les Égyptiens étaient très attachés à la vie après la mort, et ils pensaient qu'avoir une langue en or pouvait aider une personne à parler une fois passée de l'autre côté. Un peu difficile sans doute, mais pourquoi pas. Certaines de ces momies furent placées dans des cercueils en bois avec des objets tels que des colliers, des poteries, des objets en or en forme de fleurs de lotus et de scarabées, et des iPhones. Je plaisante. Un nouveau temple a également été exhumé récemment en Égypte. Les scientifiques pensent qu'il était consacré à Zeus Cassios. Cette divinité serait un croisement entre Zeus, la toute-puissante divinité grecque, et le mont El-Kas. En fouillant la péninsule du Sinaï, en Égypte, les archéologues sont tombés sur 2 colonnes de granit rose qui sortaient du sol. Et bingo! Ils pensent que ces colonnes représentaient la porte d'entrée du temple et qu'elles se sont effondrées lors d'un tremblement de terre il y a de nombreuses années. Et puisqu'on parle de divinité, certaines sont moins sérieuses que d'autres. Récemment, des scientifiques ont déterré un anneau d'or dans une ville située au sud du Caire. Non, Frodon, il n'est pas magique. Il s'agit d'un anneau en or, tout ce qu'il y a de plus normal, sauf qu'il est orné de la figure de la divinité de l'amusement, qu'on appelle Bès. Cette divinité est souvent décrite dans les textes sacrés comme un joyeux nain joufflu. Aujourd'hui, nombreux sont les tatouages dépourvus de signification et réalisés à des fins purement esthétiques. Dans l'Égypte ancienne, cependant, les femmes se faisaient tatouer afin d'être protégées au moment d'accoucher. C'est du moins ce que pensent les scientifiques. Dans la région du Nil, des chercheurs ont trouvé des momies dont les tatouages étaient bien conservés, ce qui est tout rare, car la peau se détériore très facilement. 2 de ces femmes s'étaient fait tatouer le bas du dos, et les dessins étaient simples. Il y avait surtout des images, dont celle du nain joufflu dont nous venons de parler, Bès. Protéger les femmes lors de leur accouchement était donc apparemment son hobby. Me croiriez-vous si je vous disais que les anciens Égyptiens ont inventé les robots? Non. En effet, ce n'est pas tout à fait vrai. Bien sûr, c'étaient des astronomes. Imaginez que vous ayez été choisi pour répondre à l'une des questions les plus importantes de l'histoire. Quelle a été la première civilisation sur Terre? La description du poste est simple, mais la tâche est extrêmement difficile. Vous devez déterrer la preuve de la première civilisation officielle du monde. Étaient-ce les Sumériens en ancienne Mésopotamie? Ou étaient-ce les anciens Égyptiens répartis le long du Nil?
Sans vouloir vous mettre la pression, l'histoire est littéralement entre vos mains. Bonne chance. Puisque vous ne pouvez pas remonter le temps et visiter l'ancienne Mésopotamie pour obtenir les réponses à vos questions, vous devrez rechercher dans les bases de données des musées afin d'obtenir quelques indices. Avant toute chose, nous avons besoin d'une définition de ce qui est considéré comme une civilisation. Il ne s'agit pas seulement de milliers de personnes regroupées et vivant harmonieusement. Il y a certains éléments clés qui, ensemble, font d'un groupe de personnes une civilisation. Comme, par exemple, le domaine de l'urbanisme, autrement dit, la construction de villes, les systèmes d'irrigation et l'écriture. Vous décidez de commencer votre recherche en plongeant profondément dans l'histoire des Sumériens, qui occupent aujourd'hui la position de première civilisation du monde. Maintenant, imaginez être le premier de votre espèce. Cela signifie ne pas avoir d'exemples externes. Cela signifie plutôt partir de zéro. Première chose dont vous aurez besoin, un lopin de terre. Et comme il n'y avait pas de compagnie des eaux actives à cette époque, vous aurez besoin d'un terrain avec un accès facile à l'eau. Donc, les Sumériens se sont installés entre deux grands fleuves appelés l'Euphrate et le Tigre, dans le sud de la Mésopotamie vers 5000 avant notre ère. Fait amusant, la Mésopotamie se traduit par « la terre entre deux fleuves ». Sur une carte moderne, c'est à peu près là où se trouve l'Irak aujourd'hui. En plus de la terre, une civilisation a besoin de moyens pour obtenir de la nourriture. La civilisation sumérienne a dû faire face à un climat sec et chaud, mais ils ont réussi à faire prospérer l'agriculture dans la région. En détournant les eaux des rivières et en créant des réservoirs et des barrages, les Sumériens ont permis à une série de colonies d'émerger à travers les plaines de Mésopotamie. La célèbre ville de Babylone en faisait partie. Vous savez, la ville qui aurait eu ses jardins suspendus? Je dis supposément parce qu'aucune preuve définitive de l'existence réelle de ce monument n'a été trouvée. Cependant, il était considéré comme l'une des 7 merveilles du monde antique et cité comme un exploit remarquable d'ingénierie dans un livre ancien publié vers 290 avant Jésus-Christ. Bien qu'aucune trace des jardins de Babylone n'ait été trouvée, les Sumériens étaient reconnus comme des bâtisseurs extrêmement habiles. Leur ville était remplie de constructions en briques de boue, et les plus impressionnantes étaient connues sous le nom de ziggourats, des pyramides à degrés construites à des fins spirituelles. Les Sumériens ont construit un réseau commercial pour compléter les ressources rares et ont commencé à échanger des marchandises avec des civilisations émergentes à proximité, comme l'Anatolie et l'Égypte. Le début du commerce a poussé les Sumériens à développer ce que l'on croit être le premier système d'écriture au monde. Il a commencé comme un système simple, datant probablement de 3400 avant notre ère. Dans ce système, chaque syllabe était représentée par un dessin. Par la suite, il a progressivement évolué en un système d'écriture cursive totalement développé. Ne me crois-tu pas? Jette un œil à cette pièce de l'époque babylonienne. Cette immense plaque de basalte est appelée le Code de Hammurabi. Elle est reconnue comme la première collection de lois écrites de l'humanité. Selon l'histoire, elle a été gravée dans la pierre volcanique vers l'an 1760 avant notre ère. Regarde la précision de ces gravures. C'est assez stupéfiant. Mais le contenu est également surprenant puisque ces 282 règles varient des réglementations commerciales aux lois strictes de la justice. Le fait est que les historiens n'ont pas de consensus sur la question de savoir si les Sumériens ont réellement été les premiers à inventer l'écriture. Certains pensent qu'il pourrait s'agir des anciens Égyptiens. Arrêtons-nous ici. On pense que les établissements de l'Égypte ancienne ont commencé autour de l'an 5500 avant notre ère, ce qui est antérieur à la civilisation sumérienne. Mais souvenez-vous que j'ai dit qu'une civilisation avait besoin de quelques éléments avant d'être considérée comme telle. L'Égypte ancienne était composée de plusieurs petites cités-États, telles que Memphis, Abydos et Thèbes, disséminées le long du fleuve Nil. Ce n'est qu'en 3000 avant notre ère que l'Égypte fut unifiée sous un seul royaume et dura comme un empire jusqu'à près de 1000 avant notre ère. Bien qu'il n'y ait pas de consensus à ce sujet, certains experts en égyptologie estiment que ce pourrait être des immigrants sumériens qui ont fondé les premiers établissements égyptiens. La preuve pourrait être la présence de sceaux cylindriques en pierre dure, un objet largement utilisé en Sumer. Ces sceaux servaient à garantir l'authenticité des transactions légales. Mais il est difficile de déterminer si cette méthode a été introduite par des immigrants sumériens ou simplement par le commerce. Étant donné que la période de temps n'est pas l'un des critères que nous pouvons utiliser pour déterminer qui est venu en premier, nous devrons nous tourner vers autre chose. Mais quoi? Comme les Sumériens,
Les Égyptiens étaient également des constructeurs hautement qualifiés. Évidemment, ils ont construit les célèbres pyramides de Gizeh et bien d'autres sur tout leur territoire. Pour améliorer leur technique de construction, ils se sont immergés dans le développement d'une compréhension plus approfondie des mathématiques. Ils ont développé une nouvelle forme de mesure, appelée le coudé, qui était l'équivalent de la longueur d'un bras. La Grande Pyramide, par exemple, mesure 440 coudées sur 440 coudées. Ils étaient également des astronomes innovants, combinant leurs compétences mathématiques avec une observation astronomique attentive. Ils furent la première civilisation à utiliser une division du jour en 24 heures. Et ils ont même créé un calendrier solaire, qui fut le premier système de datation de l'histoire à comporter 365 jours dans une année. D'accord, il est indéniable à quel point ils étaient impressionnants. Mais certains experts disent que le différend doit être réglé par la comparaison de leur système d'écriture. L'écriture hiéroglyphique, le premier style d'écriture égyptien, remonterait à 3000 avant notre ère. C'était une composition de plus de 700 symboles qui étaient gravés dans la pierre. Pendant longtemps, les chercheurs ont cru que l'écriture sumérienne était antérieure à l'égyptienne. Mais une découverte récente faite par des chercheurs de Yale prétend le contraire. Des archéologues ont découvert un panneau de 4 signes qui aurait été écrit vers 3250 avant Jésus-Christ. Oh, et ils ont également trouvé un autre dessin sur roche représentant un éléphant enceinte qui pourrait dater de 4000 avant Jésus-Christ. Maintenant, il existe également une troisième possibilité que moins de gens semblent mentionner, la civilisation de la vallée de l'Indus, également connue sous le nom de l'Inde antique. Située autour de la région de l'actuel Pakistan et de l'Inde, la civilisation de la vallée de l'Indus est également un prétendant au titre de plus ancienne civilisation, en raison de l'origine historique incertaine de la collection de textes hindous, connue sous le nom des Upanishads. La civilisation de la vallée de l'Indus a prospéré autour de 3000 avant notre ère. Mais les archives montrent que les habitants de la vallée de l'Indus commerçaient avec les Mésopotamiens dès 3500 avant notre ère. Attendez une minute. Comment est-ce possible? Non, ils n'étaient pas des voyageurs temporels. Ce n'est pas un film de science-fiction. Il y avait déjà des établissements agricoles dans la région qui se développaient lentement en grandes villes telles que Harappa et Mohenjo-Daro. Les anciennes villes indiennes étaient sophistiquées, remplies de maisons en briques cuites, construites selon un système de grilles. Ces villes anciennes possédaient même des systèmes de drainage et d'égouts qui reliaient la plupart des maisons et utilisèrent la gravité pour évacuer les déchets hors de la ville. Elles étaient vraiment avancées. Ils étaient également une civilisation extrêmement religieuse, et les croyances hindoues étaient au cœur de leurs pratiques. Malgré cela, leur ville n'était pas remplie de bâtiments spirituels. En réalité, le bâtiment le plus important de Mohenjo-Daro était un bain public. Intéressant, n'est-ce pas? Maintenant, pourquoi ne pouvons-nous pas savoir s'ils étaient la plus ancienne civilisation sur Terre? Même si certains historiens soupçonnent que les origines des habitants de la vallée de l'Indus peuvent remonter à 5000 avant notre ère, il n'y a aucune preuve concrète de cela, seulement des spéculations. La meilleure preuve que nous ayons sont les Upanishads. Les Upanishads sont des textes remplis de philosophie, de mantras et de cérémonies. Le fait est qu'une partie des pratiques hindoues consistait à mémoriser et à transmettre la sagesse des Upanishads sous forme orale. Ainsi, il a fallu un certain temps avant qu'elles n'apparaissent sous forme écrite. Eh bien, je dirais que les historiens ne sont pas vraiment sûrs de quelle était la première civilisation du monde. Nous ne pouvons que deviner à ce stade. Mais qui sait quelle nouvelle découverte pourrait... La peur de l'océan est une crainte parfaitement légitime, inscrite dans nos gènes. Autrefois, les humains devaient éviter certains dangers, qu'il s'agisse de grands prédateurs ou d'eau profonde, pour assurer leur survie. Par ailleurs, nous n'avons exploré que 5% des océans, ce qui signifie que nul ne sait vraiment quelles créatures ou phénomènes pourraient s'y cacher. Qui dans des circonstances ordinaires, une GoPro reste une simple caméra, mais la découvrir au fond d'une fosse de 120 mètres, perdue au cœur de la mer des Caraïbes, a de quoi glacer le sang. Certes, cette profondeur peut sembler modeste, mais un plongeur amateur ne dépasse généralement pas les 18 à 30 mètres, à moins qu'il ne s'agisse d'un professionnel aguerri. Imaginons néanmoins que vous soyez parvenu jusqu'à ce gouffre et ayez récupéré cette GoPro. Vous n'auriez pas survécu pour autant. En effet, dans cette cavité précise, une couche de sulfure d'hydrogène, un gaz hautement toxique et à l'odeur pestilentielle, se forme dès 90 mètres de profondeur. Or, l'appareil se trouvait encore 30 mètres plus bas, aux côtés de ses propriétaires, 2 explorateurs depuis longtemps disparus. À ce jour,
Rares sont ceux qui ont réussi à s'aventurer à une telle profondeur et à en ressortir indemnes. En réalité, ce n'est qu'au moyen de sous-marins que ces dépouilles ont pu être retrouvées. Vous vous demandez sans doute ce que contenait la GoPro. Dans de telles histoires, on s'attend souvent à des indices troublants. Pourtant, elle ne renfermait que des souvenirs heureux, immortalisant les bons moments vécus par ces explorateurs au cours de leur voyage. Une conclusion mélancolique à ce périple. Les abysses abritent également des créatures à l'apparence quasi irréelle, mais d'une manière à la fois fascinante et singulière, comme l'éponge extraterrestre. Ce curieux spécimen a été observé pour la première fois en 2016, près de la fosse des Mariannes. Il appartient à un écosystème surnommé la forêt de l'étrange, un sobriquet qui ne fait que renforcer son caractère intrigant. Ce qui le rend encore plus singulier, c'est la présence de deux petites ouvertures, rappelant des yeux, et lui donnant l'allure d'une créature en train d'épier les alentours. Un autre détail surprenant, son squelette est entièrement composé de verre. Si les cafards vous terrifient, prenez une profonde inspiration avant de poursuivre. Prêt? Bien, car au fond de l'océan, il existe plus de 20 espèces distinctes de grands isopodes, des créatures semblables à des scarabées, pouvant atteindre 36 cm de long. Effrayant, n'est-ce pas? Mais rassurez-vous, ces animaux ne font qu'arpenter les abysses en quête de nourriture, à moins que vous ne plongiez à plus de 2000 mètres de profondeur, ce qui, comme nous l'avons vu, est irréalisable, vous ne risquez pas d'en croiser. Malgré son nom digne d'un film d'épouvante, le cténophore au ventre sanglant est en réalité une créature fascinante que l'on peut également rencontrer dans les profondeurs marines. Elle évolue entre 250 et 1500 mètres sous la surface, dans les tréfonds de la zone crépusculaire, bien loin des eaux où vous avez l'habitude de barboter. Ce qui rend cette méduse si unique, c'est sa teinte particulière. Dans cette zone où la lumière est presque inexistante, nombre d'espèces adoptent des stratégies d'adaptation, certaines émettant une faible lueur, à l'image de la baudroie, tandis que d'autres optent pour le camouflage. Cette méduse, quant à elle, arbore un rouge profond, rendant son estomac invisible aux autres prédateurs lorsqu'elle digère des proies colorées et bioluminescentes. Elle possède également une rangée de peignes qui diffusent une splendide lumière iridescente, sublime et redoutable. L'homme a lui aussi laissé son empreinte dans cet univers étrange qu'est le fond des océans. Selon l'endroit où vous plongez, vous pourriez tomber sur des fragments de moteurs de fusée ayant servi au programme Apollo. Lorsqu'une fusée est propulsée dans l'espace, certaines parties sont larguées dans la mer une fois le carburant épuisé, afin d'alléger l'appareil. L'un des moteurs de la fusée Apollo 11, celle qui a permis aux premiers humains de marcher sur la Lune, a d'ailleurs été retrouvé au fond de l'océan plus de 40 ans après son lancement. Il est désormais exposé au Museum of Flight de Seattle. Quand l'espace ne vous passionne pas d'inquiétude, il y a aussi de quoi captiver les amateurs de la piste de l'Oregon. 2 locomotives du 19e siècle reposent sous 27 mètres d'eau au large des côtes du New Jersey. Ces machines, datant des années 1850, ont probablement été précipitées dans l'océan à la suite d'une violente tempête ou volontairement jetées par-dessus bord pour alléger le navire qui les transportait et éviter son naufrage. La plupart de ces découvertes sont accessibles uniquement en plongée, mais rassurez-vous, même si l'idée des profondeurs marines vous effraie, vous pouvez tomber sur des phénomènes étranges rien qu'en vous promenant sur la plage. Prenez ces téléphones Garfield, échoués sur les côtes bretonnes. Depuis les années 80, on assiste à des apparitions récurrentes du célèbre matou. Et il aura fallu près de 30 ans pour qu'un agriculteur de Portsmouth, nommé René Morvan, apporte une explication toute simple. Un conteneur rempli de produits dérivés de Garfield s'est perdu en mer avant de finir sa course dans une grotte marine. Il y a fort à parier que le sourire figé de ces téléphones continue de hanter les habitants de la région. Tout comme une tempête a révélé le mystère des téléphones Garfield, un autre phénomène similaire a mis au jour des épaves de navires engloutis depuis plus de 6 siècles. Et cette fois, il ne s'agit pas d'un récit à la Titanic, mais d'une intrigue digne de pirates des Caraïbes. Lorsque la tempête a charrié ces vieux navires, les autorités de Césarée ont mis la main sur un véritable trésor comprenant 2000 pièces d'or, ainsi que des pièces d'argent et de bronze, des pierres précieuses et des bijoux. Un butin digne des plus grands récits de pirates. Mais ne vous faites pas d'illusions. Bien que les zones archéologiques sous-marines de la région soient accessibles aux plongeurs, ces richesses sont conservées en lieu sûr, dans un musée. En parlant de pirates, une autre curiosité sommeille sous l'océan.
la cité engloutie de Port-Royal, en Jamaïque. En 1692, la ville a été frappée par un séisme dévastateur, suivi d'un tsunami. Un enchaînement catastrophique. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce vestige historique peut encore être exploré aujourd'hui, à condition de plonger sous l'eau. Et ce n'est pas la seule ville submergée à travers le monde. On peut également citer Tonis Hérakléon, en Égypte, qui repose non pas au fond de l'océan, mais à l'embouchure du Nil. Il y a aussi Baïs, une cité romaine construite au-dessus d'un supervolcan. Vous pourriez penser qu'elle a subi le même sort que Pompéi, mais en réalité, le sol s'est lentement affaissé, précipitant la ville tout entière sous les eaux. Avez-vous déjà entendu parler de ces mystérieux cercles sous-marins ? En 1995, des plongeurs au Japon ont découvert des motifs parfaitement ronds dessinés dans le sable, mesurant 1,80 m de diamètre et évoquant les cercles énigmatiques des récits de science-fiction. Les scientifiques sont longtemps restés perplexes quant à leur origine, jusqu'à ce qu'ils surprennent le responsable en pleine action. Un minuscule poisson globe mâle, d'à peine 10 cm de long. Ce petit poisson utilise son corps et ses nageoires pour tracer des cercles et des motifs sinueux. Puis il embellit son œuvre de coquillages et de coraux. Ce travail minutieux lui prend environ une semaine. Tout cet effort fait partie d'un rituel de reproduction. Si une femelle est séduite par cette création artistique, elle déposera ses œufs en plein centre. La forme circulaire de ces motifs sous-marins permet en réalité de canaliser de l'eau douce vers le centre, créant ainsi des conditions idéales pour le développement des œufs. Effet surprenant, après la ponte, la femelle s'en va, laissant au mâle le soin de veiller sur leur progéniture. Si les poissons ne vous passionnent pas, voici une autre curiosité. Une cargaison de jouets de bain comprenant des canards en caoutchouc, des tortues, des castors et des grenouilles. 28 000 d'entre eux se sont retrouvés à la dérive. Initialement destinés aux États-Unis depuis la Chine, ces jouets ont connu un sort semblable à celui des téléphones Garfield. Une tempête survenue en 1992 les a dispersés à travers le Pacifique Nord. Certains ont mis plus d'une décennie à atteindre le Royaume-Uni en 2007, tandis que d'autres, plus aventureux, ont poursuivi leur périple jusqu'en Australie, en Indonésie, au Chili, à Hawaï et même en Alaska. Avez-vous déjà découvert un objet insolite et... La majorité d'entre nous a cru pendant très longtemps que Stonehenge, l'un des monuments les plus emblématiques au monde, était un calendrier antique en raison de son alignement avec les solstices d'été et d'hiver. Mais personne n'a pu comprendre comment il fonctionnait vraiment. Aujourd'hui, une équipe de chercheurs a publié une nouvelle étude. Il s'avère que Stonehenge pourrait bel et bien avoir fonctionné comme un calendrier solaire sur une période similaire à celui qu'utilisaient les anciens Égyptiens et basé sur une année composée de 365,25 jours. Chacune des pierres de ce grand cercle mystérieux représentait un jour dans un mois. Et ces gros rochers sont appelés des pierres de Sarsène. Il s'agit en fait d'un calendrier perpétuel où les gens pouvaient suivre chaque coucher de soleil du solstice d'hiver. De cette façon, les gens qui vivaient près de Stonehenge, lequel se trouve encore aujourd'hui dans le Wiltshire au Royaume-Uni, pouvaient suivre les jours et les mois de l'année. On comprend désormais ce mystérieux système de calendrier, grâce à cette intéressante découverte faite en 2020. L'équipe a identifié la provenance de 50 des 52 pierres de Sarsène qui composent le cercle de pierres emblématique. Ils ont analysé la composition chimique de ces pierres et ont retracé leurs origines à la forêt de Westwoods, dans le Wiltshire, qui se trouve à environ 24 km du monument. Non seulement ces 50 pierres proviennent de la même source, mais elles ont également été placées à leur emplacement actuel à peu près au même moment. Elles forment le cercle extérieur de Stonehenge, ainsi qu'un anneau intérieur en forme de fer à cheval. Près du centre du monument, il y a des roches plus petites appelées pierres bleues. L'équipe a retracé les origines des pierres bleues jusqu'au pays de Galles. Ils ont également découvert que les roches de Sarsène avaient une composition chimique commune. Plus de 99% de silice avec des traces de fer, d'aluminium et de calcium. Deux pierres de Sarsène étaient toutefois différentes l'une de l'autre et de l'amas principal. Les pierres de Sarsène ont été disposées en 3 formations différentes à Stonehenge. 30 d'entre elles ont formé cet énorme cercle de pierres qui domine le monument. 4 pierres de position se sont retrouvées en formation rectangulaire à l'extérieur du cercle, tandis que les autres, situées à l'intérieur du cercle, ont été disposées en 5 trilithes. Également connu sous le nom de dolmen, un trilithe est formé de 2 pierres verticales avec un linteau horizontal au sommet.
30, 5 et 4 sont des chiffres assez intéressants dans ce système de calendrier. Les 30 menhirs qui sont répartis autour de l'anneau principal pourraient représenter les jours du mois. Si tu multiplies ce chiffre par 12, tu obtiens 360. Et si tu ajoutes 5, qui est le nombre de trilithes centraux, le résultat est 365. Et pour vraiment ajuster le calendrier, afin qu'il corresponde à une année solaire, il faut ajouter un jour bissextile supplémentaire tous les 4 ans. L'équipe pense que les anciens utilisaient justement les 4 pierres de position pour cela. Dans ce système, ils marquaient les solstices d'été et d'hiver chaque année avec la même paire de pierres. Les anciens ont commencé à construire Stonehenge il y a environ 5000 ans, et il leur a fallu plus de 1000 ans pour terminer le travail. Mais le Stonehenge que l'on peut voir aujourd'hui n'est pas la version complète et originale du début. Beaucoup de ces anciennes pierres bleues et de ces blocs de sarcène ont été cassés ou emportés. La structure entière a également changé au fil du temps, car de nombreuses générations, 180 pour être précis, se sont succédées depuis le début de Stonehenge et elles ont participé à sa construction et à sa reconstruction. Les gens ont créé Stonehenge en 4 étapes. Ils ont d'abord construit une enceinte circulaire qui s'étendait sur 100 mètres de diamètre et entourait 56 fosses. Un haut talus flanque le fossé de l'enceinte, tandis qu'il y a un talus bas à l'extérieur. Certaines théories disent même que cette partie était une sorte de cimetière communal. Plus tard, dans la deuxième phase, les bâtisseurs ont ajouté un fer à cheval de trilithes en sarcène. Lors de la troisième étape, ils ont construit une avenue cérémoniale de près de 3 km de long. Elle suivait probablement le chemin des pierres bleues qui ont été déplacées des premiers trous d'Aubray aux trous Q et R, un double arc dans lequel ces pierres bleues ont été disposées. À ce stade, les bâtisseurs ont également réorganisé les pierres d'entrée et recoupé le fossé de l'enceinte principale. Lors de la quatrième étape, les pierres ont été cassées et les bâtisseurs ont gravé des sculptures dans le sarcène. Plus tard, les pierres bleues ont été à nouveau modifiées. Les bâtisseurs n'ont laissé aucune trace écrite de la façon dont ils ont réussi à traîner ces lourdes pierres jusqu'au site et à les faire tenir si parfaitement droites. Mais selon certaines théories, leur technique était davantage liée au travail du bois qu'à la maçonnerie. Ils ont réalisé des trous de mortaise et des tenons saillants pour rassembler les pierres et ont utilisé des joints à rainures et languettes pour ce faire. Lorsqu'ils ont creusé le trou pour les pierres, ils ont placé des poteaux en bois à l'arrière du trou qui ont servi de support. Puis, ils ont mis la pierre en position et l'ont hissée vers le haut avec des cordes. Ils ont tassé des gravats dans le trou pour s'assurer que la pierre reste en place. Une société agricole pré-industrielle a donc assemblé ce monument fascinant en utilisant uniquement des outils en pierre et en os. La roue n'avait même pas encore été inventée. Cette formation inhabituelle est aussi connue sous le nom de roche sonnante. Les pierres que tu peux voir à Stonehenge ont des propriétés acoustiques assez étranges. Lorsque tu les frappes, elles produisent un fort bruit de gong. Cela pourrait être l'une des raisons pour lesquelles les gens ont pris la peine de les transporter sur une si longue distance en premier lieu. Dans certaines cultures anciennes, les gens croyaient que ces roches avaient des pouvoirs de guérison. C'est un endroit très populaire qui attire plus d'1 million de visiteurs par an. Lorsqu'il a été ouvert au public pour la première fois, les visiteurs étaient autorisés à se promener parmi les pierres. Ils pouvaient même grimper dessus car il n'y avait aucune restriction. Jusqu'à la fin du 19e siècle, les visiteurs écaillaient régulièrement des morceaux de la roche pour les rapporter chez eux en souvenir. Ils gravaient également leurs initiales dans les pierres. Ils campaient à l'intérieur du cercle et y dressaient des feux de camp, sans se rendre compte que cela pouvait sérieusement compromettre la stabilité de l'ensemble du monument. Au fil du temps, il y a eu de plus en plus de restrictions, jusqu'à ce que le monument soit finalement interdit d'accès en 1997 à cause de la grave érosion des pierres. Cela signifie que si tu veux le visiter, tu ne peux le voir que de loin, à moins que tu ne payes un supplément pour la visite du cercle de pierre qui ne peut être organisé qu'en dehors des heures de visite normales. À l'origine, Stonehenge avait 2 entrées qui menaient à l'enceinte. Il y en avait une large au nord-est et une autre un peu plus étroite située du côté sud. Si tu l'observes aujourd'hui, tu peux voir qu'il y a beaucoup plus d'espace entre les pierres. C'est surtout à cause des traces, faites par la suite, qui traversaient autrefois le monument. Le sol à l'intérieur de Stonehenge a été gravement perturbé, et pas seulement à cause des visiteurs creusant des fosses à feu. Un groupe de personnes a creusé un grand et profond trou dans le cercle de pierre au XVIIe siècle parce qu'ils cherchaient un trésor.
Puis il y a eu Charles Darwin, qui a aussi fait des fouilles parce qu'il étudiait les vers de terre de la région. Il voulait savoir comment ces vers pouvaient avoir un impact sur les objets dans le sol au fil du temps. Il a observé comment une pierre tombée là s'était enfoncée plus profondément dans le sol et a réalisé que cela se produisait à cause des activités de ces minuscules créatures qui barattaient le sol en permanence. En 1963, une théorie a circulé selon laquelle Stonehenge avait été construit comme une sorte d'ordinateur qui prédisait les éclipses solaires et lunaires. Plus tard, certains ont suggéré qu'il avait en fait été construit comme un monument aux ancêtres décédés. Selon cette théorie, la permanence de ces pierres représentait la vie éternelle après la mort. Un bloc de sarcène moyen pèse 25 tonnes, tandis que le plus gros pèse environ 30 tonnes. Si tu veux te faire une idée de la taille réelle de ces pierres, tu peux aller derrière le centre des visiteurs, dans la galerie extérieure, pour voir une réplique de roche de sarcène. C'est une copie conforme d'un menhir de l'un des trilithes qui se trouve dans le fer à cheval intérieur du monument. Il y a 5 maisons néolithiques à Stonehenge, si l'on se base sur les traces archéologiques réelles d'habitation trouvées dans cette zone. Chacune d'entre elles avait des murs construits avec des pieux et un sol en craie. Certaines avaient même des meubles. On a aussi découvert beaucoup de détritus, ce qui signifie que les gens de cette région organisaient des célébrations et des festins. Des recherches ont montré que les gens ont vécu dans ces maisons pendant 50 à 100 ans, vers 4500 ans avant Jésus-Christ, ce qui correspond à l'époque où les bâtisseurs ont apporté les roches de Sarcène à Stonehenge. Pendant que Stonehenge était érigé, des générations entières ont connu des changements majeurs, de l'âge de pierre au début de l'âge de bronze. Les gens n'étaient plus aussi sédentaires et isolés. Ils ont commencé à voyager et à commercer davantage, ce qui signifie qu'ils communiquaient. On vient de mettre au jour la tombe d'un médecin royal ayant vécu il y a plus de 4 millénaires, un homme entre les mains duquel reposait la vie des pharaons. Il détenait des secrets si précieux qu'il n'était connu que des souverains et des dieux. Et pourtant, lorsqu'ils ouvrirent sa tombe en 2024, nul corps n'y fut découvert. Seules demeuraient des peintures éclatantes, épargnées par les siècles, et d'étranges symboles gravés dans la pierre. Qui était cet homme ? Et pourquoi fut-il inhumé avec des incantations liées à la déesse Scorpion? Le tombeau reposait profondément enseveli sous les sables de Saqqara. Le médecin se nommait Téti-Nebefou. Il vécut il y a environ 4100 ans, durant l'une des périodes les plus énigmatiques de l'histoire égyptienne, la frontière incertaine entre son apogée et son déclin. C'étaient les derniers instants de l'ancien empire égyptien. Le soleil scintillait encore sur les pyramides tout juste achevées, mais déjà les ombres s'allongeaient. Le pharaon Pépi II aurait régné plus longtemps que nul autre avant lui, pendant 90 ans. Or, à l'issue de son règne, le royaume se fissurait, l'autorité centrale se fragilisait, les chefs locaux prenaient de l'ascendant, et les crues du Nil devenaient capricieuses. Dans ce contexte incertain, le médecin énigmatique semblait pourtant prospérer. Sa tombe fut exhumée par une mission archéologique franco-suisse, à l'ombre des antiques pyramides. Ce qui intrigua le plus, ce fut la découverte de la chambre funéraire. Aucun corps, aucune richesse. Il apparut que le tombeau avait hélas été pillé depuis longtemps. Mais ce qui subsistait s'avérait encore plus fascinant. Les mots et les images gravées sur les parois. Les fresques conservent une intensité saisissante, des couleurs vives, miraculeusement préservées malgré les siècles passés sous terre. On y voit des jarres, des récipients, d'étranges motifs abstraits et des formes géométriques. Et surtout, les hiéroglyphes, des lignes entières d'écriture sacrée, gravées avec une précision telle qu'on croirait qu'une âme entière s'y est déversée. Ces inscriptions ont permis de découvrir la véritable identité de Téti-Nebefou. Il n'était pas un simple praticien. Il portait le titre de conjurateur de Serket. Serket, déesse égyptienne associée au scorpion, vénérée et redoutée, était censée neutraliser les venins, guérir les morsures et préserver les vivants des toxines. Ce titre de conjurateur indiquait que Téti-Nebefou était un spécialiste des piqûres et morsures dangereuses. Et si une tombe entière lui avait été consacrée, c'est sans doute qu'il était l'expert suprême d'Égypte en la matière. Un homme qui soignait à la fois par la médecine et la magie. Mais ça ne s'arrêtait pas là. Il portait également le titre rarissime de directeur des plantes médicinales, mentionné une seule autre fois dans toute l'histoire égyptienne. Ce qui signifie qu'il maîtrisait l'usage thérapeutique des herbes, racines et huiles avec un savoir inégalé. Vous vous demandez peut-être, quelle plante dans un pays dominé par le sable
Pourtant, les anciens Égyptiens utilisèrent des traitements à base de plantes qui seraient encore crédibles dans certains laboratoires actuels. Ils fabriquaient pilules, onguents et inhalateurs, choisissant un principe actif, un arôme pour en faciliter l'absorption, et un vecteur pour le diffuser dans le corps. Cela ne vous rappelle rien? Certes, ils ne disposaient pas d'une grande variété de plantes traditionnelles. Ainsi, certains ingrédients peuvent nous sembler étranges, comme le mélange d'excréments de crocodile et d'acacia avec du miel. Ils avaient même élaboré des recettes de crème contre les rides. Il apparaît aussi que ce guérisseur énigmatique portait le rare titre de « dentiste en chef », une désignation quasiment absente des archives antiques. Les preuves de la pratique dentaire en Égypte ancienne sont extrêmement rares. Ce savant ne se contentait donc pas de combattre les venins ou d'étudier les plantes. On lui confiait également le soin des dents et des mâchoires, particulièrement démunis à l'époque. Les anciens Égyptiens ont beau avoir érigé des merveilles, leurs dents en ont souffert. Le sable se glissait constamment dans leur alimentation. Le pain bourré d'impuretés et les légumes crus râpaient l'émail, provoquant une pathologie redoutée, l'attrition. Les conséquences étaient mandat multiples, dont la perte prématurée des dents. Ils ont donc dû improviser. Par exemple, en concoctant le plus ancien dentifrice connu, à base de roche pilée, de menthe et de poivre, un mélange qui, ironiquement, irritait les gencives. Ou encore des pâtes dentaires à base de coquilles d'œufs, de pierre ponce et de natron, un minéral salé utilisé comme agent nettoyant. Ils développaient aussi des bains de bouche à base de céleri, de son et d'herbes pour apaiser ces maux. Certaines momies ont même été découvertes avec des appareils rudimentaires, des bagues métalliques et des fils d'or retenant les dents manquantes. On ignore toutefois s'il s'agissait d'un traitement pour les vivants ou d'un ornement funéraire destiné à l'au-delà. Tétinébeu maîtrisait donc tous ces domaines. 3 titres rares réunis en un seul homme. À son époque, il devait passer pour un véritable puits de science. Dans un monde sans technologie moderne, il faisait figure de magicien, capable de sauver une vie grâce à une simple feuille ou une banale écorce. C'est pourquoi les archéologues estiment qu'il ne s'agissait pas d'un médecin ordinaire. Il aurait été le médecin royal, celui qui veillait sur la santé du pharaon lui-même. On ignore quel roi il servait, peut-être Pépi en Meu, et qui sait, c'est peut-être à lui qu'il devait son exceptionnelle longévité. Si cela était avéré, Tétinébeu aurait alors été témoin de l'effondrement de l'ancien empire, observant la fin de l'âge d'or depuis le cœur du palais. Puis il fut enseveli après sa mort, et sa dépouille, dérobée ou perdue avec le temps. Mais l'équipe poursuit l'étude du tombeau, mettant encore au jour les traces de cet homme hors du commun. De manière générale, l'ancienne médecine égyptienne atteignait un niveau étonnamment avancé. Bien des pratiques nous paraissent encore familières aujourd'hui. Ils avaient des hôpitaux, des spécialistes, des interventions chirurgicales, et même des écoles de médecine. Hommes et femmes pouvaient devenir médecins. Ils utilisaient divers traitements et pratiquaient la chirurgie avec de vrais instruments. Scalpel, pince, fil de suture. Certains soignaient uniquement les yeux, d'autres les dents, l'estomac, ou ce qu'ils nommaient les maladies cachées. Ils nettoyaient et bandaient les plaies, réparaient les os fracturés à l'aide d'attelles en bois ou en roseaux enrobés de lin et savaient éviter les infections. On comptait même des proctologues. Ils ont aussi conçu les premières prothèses, comme un orteil en bois muni de lanières de cuir, permettant à des patients de retrouver une démarche normale. La plus ancienne prothèse connue date de 3000 ans. Mais le plus étonnant, c'est qu'ils ont aussi tenté d'extraire des tumeurs. Une étude récente a analysé un crâne vieux de 4000 ans, celui d'un homme d'une trentaine d'années. On y a trouvé des traces de tumeurs anciennes. Et autour de 3 d'entre elles, des incisions nettes faites à l'aide d'un outil métallique. Preuve qu'on a peut-être tenté de les retirer ou de les examiner. Était-ce un traitement? Une autopsie? On l'ignore. Un autre crâne, celui d'une femme âgée de plus de 50 ans, présentait les mêmes signes, mais aussi des fractures anciennes, parfaitement consolidées. Ce qui laisse penser que ces soins ont sans doute été efficaces. Être guérisseur dans cette société signifiait détenir un pouvoir immense, combinant les rôles de prêtre, de savant et de magicien. Pour les anciens Égyptiens, la médecine était un art nécessaire, vénéré autant d'égards que leur dieu. Ils pensaient que la maladie relevait à la fois du corps et de l'esprit. Ainsi, un médecin pouvait à la fois appliquer un onguent et réciter une incantation. Et bon nombre de leurs traitements portèrent leurs fruits. Leur réputation dépassait les frontières. Des souverains venus de contrées lointaines, comme la Perse, faisaient appel à eux.
Même Homère affirmait que les Égyptiens étaient les guérisseurs les plus doués d'entre tous. Bien sûr, leur compréhension du corps humain n'était pas parfaite. Ils croyaient que le cœur gouvernait pensée et émotion, sans saisir le rôle du cerveau. Pourtant, leur méthode, observer les signes, établir un diagnostic, proposer un traitement, ressemble furieusement à celle de notre médecine moderne. Ils accompagnaient leurs gestes de prière, certes, mais ils refermaient aussi les plaies. Leur médecin le plus célèbre, Imhotep, était un véritable polymathe, architecte, prêtre, guérisseur. Il fut si admiré de son vivant qu'on finit par le vénérer comme un dieu de la médecine. Et oui, un simple mortel, promu au rang de divinité. Et dire qu'il a vécu 2000 ans avant Hippocrate, qu'on considère pourtant comme le père de la médecine. D'ailleurs, certains suggèrent ironiquement qu'on devrait abandonner le serment d'Hippocrate pour lui préférer le serment d'Imhotep. Car ces Égyptiens ne posaient pas seulement des pierres, ils posaient les premières bases de la médecine. Nous avons tous grandi en croyant que Stonehenge était le plus ancien observatoire du monde, mais désormais, il a une concurrence sérieuse pour ce titre. Nabta Playa a été construit à plus de 3919 km de distance, dans le sud de l'Égypte, et des milliers d'années, 7500 avant notre ère, avant Stonehenge, entre 3000 et 1500 avant notre ère. Et même les pyramides de Gizeh, entre 2589 et 2504 avant notre ère. En 1973, un guide bédouin, Eid Marif, est tombé sur un étrange groupe de grandes formations rocheuses en traversant le désert du Sahara. Il a conduit l'archéologue américain Fred Wendorf sur le site situé à environ 96 km du Nil. L'ami et collègue de Wendorf affirme que l'équipe a découvert les pierres en s'arrêtant pour une pause toilette dans le désert. De toute façon, ce qu'ils ont trouvé a changé l'histoire. Au début, Wendorf pensait que les structures en pierre étaient juste des formations naturelles. Mais ensuite, il eut une révélation. Cet endroit était autrefois un lac, ce qui signifie qu'il ne devrait pas y avoir de roches naturelles ici. Il continua à revenir sur le site pendant des décennies, et au début des années 1990, son équipe découvrit finalement un cercle de pierres qui semblait s'aligner avec les étoiles d'une manière inexplicable. Après 7 longues années à essayer de percer le mystère du site, Wendorf contacta un expert en archéoastronomie. Ils étudient comment les anciens utilisaient les étoiles. Un soir, alors que l'expert était assis dans le sable frais du désert, regardant les pierres, il se rendit compte qu'elles formaient un motif irradiant à partir d'un immense tumulus funéraire. Une par une, au fur et à mesure qu'ils creusaient dans le sédiment, les mégalithes enterrés commençaient à s'aligner comme les rayons d'une roue. L'équipe avait déjà utilisé la datation au radiocarbone pour tester des échantillons provenant de foyers et de toitures en bois de tamaris trouvées à l'intérieur du cercle de pierre. Nabta Playa comptait des dizaines de pierres dressées, toutes hautes de quelques pieds. Certaines d'entre elles s'alignaient exactement avec le lever du soleil lors de jours spéciaux, et d'autres correspondaient avec des étoiles brillantes dans le ciel. À l'intérieur du grand cercle, il y avait 6 pierres spéciales qui ont peut-être été utilisées pour des rituels ou pour marquer des moments importants de l'année. Autour d'elles, 29 pierres dressées pourraient avoir fonctionné comme un calendrier simple pour aider les gens à savoir quand il était temps pour quelque chose d'important, comme le solstice d'été, le jour le plus long de l'année. Lorsque le soleil se levait juste au bon endroit, c'était un signe que la saison des pluies approchait. Le cercle de pierre était autrefois aligné avec les étoiles les plus brillantes du ciel septentrional. Arcturus, Sirius et Alpha du Centaure. Certaines pierres pointaient même vers la constellation d'Orion. En suivant le mouvement d'Arcturus à travers le ciel, ils ont découvert qu'il correspondait parfaitement au cercle autour de 4800 avant notre ère. Cela signifie qu'il s'agit du plus ancien site astronomique jamais découvert, et les habitants de Nabta Playa observaient peut-être les étoiles des milliers d'années avant même l'invention des télescopes. Il semble que cela avait une énorme signification pour les personnes vivant et voyageant à travers le désert. Il y a plus de 1000 ans, la longue, froide et sèche ère glaciaire qui avait duré des dizaines de milliers d'années commençait enfin à s'estomper. L'Afrique du Nord a reçu des pluies et des moussons massives qui ont rempli les lacs saisonniers, Playa. Ainsi, certaines parties du désert se sont transformées en oasis éphémères. Pour les peuples nomades qui parcouraient dans cette terre inhospitalière, ces pluies estivales étaient tout. Leur mode de vie tout entier tournait autour du bétail. Lorsque les archéologues ont ouvert le tombeau central à Nabta Playa,
Ils ont découvert des ossements de bovins et même un énorme rocher sculpté en forme de vache. Les personnes qui l'ont construit ont utilisé les étoiles pour se guider et trouver des points d'eau cachés comme Napta Playa, qui contenaient probablement de l'eau pendant environ 4 mois par an, à partir des moussons d'été. Mais il n'y avait pas d'étoiles polaires à l'époque. Ils se sont donc plutôt orientés en utilisant les étoiles brillantes et la façon dont le ciel semblait tourner en cercle au-dessus d'eux. Lorsque les lacs étaient au plein, les pierres debout étaient en partie submergées. Et depuis la rive ouest, vous pouviez voir le reflet des étoiles sur l'eau sombre. Napta Playa est bien moins célèbre que Stonehenge, peut-être parce que ces pierres étaient enterrées, alors que le célèbre site en Angleterre était accessible aux visiteurs depuis des milliers d'années. Malheureusement, lorsque Napta Playa est devenu célèbre, certains touristes ont endommagé des parties en déplaçant des pierres, ce qui a perturbé les alignements stellaires anciens. Pour le protéger, les autorités ont déplacé l'ensemble vers un musée, où les gens peuvent voir les pierres et la statue de vache sculptée sans les endommager. L'observatoire égyptien n'est pas la seule construction semblable à Stonehenge. Il existe des versions qui ont été utilisées à des fins différentes. De l'Allemagne, anneau de Pemelt, et la France, alignement de Karnak, aux États-Unis, Stonehenge d'Amérique dans le New Hampshire et aux Andes dans le nord du Pérou. Ce dernier est en fait l'une des plus anciennes grandes structures jamais construites dans cette région. La place circulaire est constituée de 2 immenses murs de pierre disposés en anneaux. Elle était probablement utilisée pour des cérémonies et des rassemblements. Les scientifiques ont effectué une datation au carbone et ont estimé son âge à environ 4750 ans, ce qui signifie qu'elle a été construite avant les grandes pyramides d'Égypte et Stonehenge. La place comportait 2 entrées et une couche spéciale d'argile, de terre, de gravier et de charbon de bois en dessous. Elle a été soigneusement planifiée et construite. Les archéologues ont également trouvé des pièces en céramique, des cristaux de quartz et des pierres précieuses sur le site, ce qui montre qu'il s'agissait certainement d'un lieu spécial. Des gens l'ont visité pendant des siècles, mais à un moment donné, vers 500-200 avant Jésus-Christ, il a été fermé, probablement en raison de l'évolution des croyances et des traditions. La découverte la plus récente, février 2025, est celle des vestiges d'un grand cercle de bois, datant approximativement de la même époque, et ayant des parallèles avec Stonehenge, tout en haut au Danemark. Cette structure en plein air faisait probablement partie d'une zone spéciale où les peuples préhistoriques du néolithique final et de l'âge du bronze ancien, de 1600 à 1600 avant l'ère commune, se rassemblaient pour des rituels et des cérémonies. Le cercle était composé de 45 gigantesques poteaux en bois, formant un énorme anneau d'environ 30 mètres de large. Le bois a disparu maintenant, mais les scientifiques pensent que de hauts bois se dressaient autrefois dans les trous et créaient une impressionnante henge de bois. Personne ne sait exactement à quoi ces cercles étaient utilisés, mais les archéologues ont trouvé des ossements d'animaux et des restes de nourriture sur des sites similaires. Donc les gens se rassemblaient, probablement là pour des festins et des rituels. En 2024, des scientifiques ont découvert 2 cercles de pierres anciens datant de la période néolithique dans le parc national de Dartmoor, en Angleterre. Certains archéologues pensent qu'ils pourraient former un arc sacré. Beaucoup des structures de pierre de Dartmoor ont été construites en forme courbée sur les hauteurs au centre de la zone. Il y a longtemps, Dartmoor était couvert de forêts, donc les gens ont peut-être utilisé ces hauteurs comme repères importants. Un des nouveaux cercles découverts s'intègre à l'intérieur de cet arc, mais l'autre est à l'extérieur, au nord. Cela aurait pu être un point d'entrée dans l'arc. Il y a également une levée de terre près des pierres, qui ressemble à d'autres sites néolithiques célèbres, comme le cercle de Brodgar en Écosse et Stonehenge lui-même. Cela signifie que les personnes qui ont construit ces cercles ont peut-être visité Stonehenge ou en ont été inspirées. Des archéologues à Oman ont découvert d'anciens monuments en pierre appelés trilithes, qui ont reçu le surnom de Stonehenge arabe. Ils ont été achevés il y a environ 2000 ans. Mais personne ne sait avec certitude qui les a construits ni pourquoi. Les scientifiques ont également trouvé des haches en pierre extrêmement anciennes, âgées de 3000 à 1,3 million d'années, datant de l'époque où les premiers humains ont quitté l'Afrique. Sur un autre site, Nafun, au centre d'Oman, des archéologues ont découvert une tombe néolithique datant d'environ 5000 à 4600 avant notre ère. Il y a 2 chambres contenant les ossements de dizaines de personnes sous une gigantesque structure mégalithique.
À proximité, ils ont également découvert des gravures rupestres réalisées par des personnes.